Bonjour à tous. Donc, merci d'être là. C'est la deuxième séance, mais la première vraie, puisque la séance inaugurale était autour d'Olivier Luancy qui nous parlait du dispositif territoire d'industrie et de ses intentions. Donc maintenant, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire de discuter avec les acteurs de terrain, ceux qui font les territoires d'industrie. Euh, L'organisation de la séance, on va dans un premier temps les laisser nous présenter le pôle Nord-Franche-Comté en ne les interrompant que si on est largué pour des questions de compréhension, et ensuite on débattra de l'ensemble de ce qu'ils ont dit. Je signale aux gens qui nous suivent en visioconférence que s'ils veulent intervenir dans le débat, ils peuvent faire en temps réel un chat à Philippe, qui saura qu'il leur donne la parole dans le débat. Si en plus ils disent un peu sur quoi portent leurs questions, ça permettra de grouper les questions qui sont sur le même sujet. Et donc, sans plus attendre, je vais vous passer la parole, mais auparavant, pour que vous... Bonjour à tous, donc Romain Giquel, je suis actuellement directeur du site Alstom de Belfort. Voilà, ça fait, je faisais le point tout à l'heure, ça fait, il y a 20 ans exactement, je faisais ma dernière rentrée scolaire ici dans cette maison. Et depuis, donc ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans l'industrie, j'ai fait 10 ans chez Péchinet, dans l'aluminium primaire sur différents sites, et j'ai rejoint le groupe Alstom début 2010. Donc moi Didier Klein, tout est indiqué, donc je suis professionnellement universitaire donc à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard où je m'occupe de la partie physique de l'environnement et autrement donc en tant qu'élu et vice-président du pays Montbéliard Agglomération en charge du développement économique, on a mené ce territoire d'industrie en place et donc j'ai été nommé pilote des collectivités locales pour ces territoires d'industrie Nord-Franche-Comté. Voilà. On commence tout de suite, on continue, voilà, on va enchaîner directement. Donc déjà pour vous présenter, j'en remercie déjà Anne-Laure parce qu'elle nous a aidé beaucoup au support de la présentation et c'est important, j'aime bien comme ça travailler ensemble. Donc juste pour vous, pour ceux qui ne se rappelleraient pas bien où est la Bourgogne-Franche-Comté, hein, c'est une grande région dans les nouvelles régions, nous, notre petite partie de Nord-Franche-Comté, hein, même si elle est plutôt à l'est qu'au Nord-Franche-Comté, mais voilà, elle est là-haut, et donc elle représente un territoire donc qui a la particularité d'être sur 3 départements, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Doubs, traversé par une autoroute urbaine assez importante puisque ça relie, on va dire, toute l'Europe centrale et Paris et toute la métropole nationale. Une ligne de TGV qui nous permet d'aller rapidement à Paris et de recevoir rapidement depuis Paris des gens. Un aéroport international à une quarantaine de minutes, hein, qui est, on va dire, dans la banlieue de Mulhouse. Et puis la présence qui est aussi importante historiquement donc de la Suisse, donc puisque on a dans certains cas un certain nombre de partenariats. Et puis on viendra dessus un peu après dans cette présentation, mais une histoire industrielle très riche, hein, qui des JAPI, Peugeot, Bull, PSA, Forestia, Alstom, General Electric a évolué dans le temps. Et autour de ces grands marqueurs, on a un certain nombre d'entreprises qui sont venues là. Avec, je le dis parce que c'est pas tout à fait dans la présentation, mais c'est important, deux paramètres importants qui étaient le fait qu'on ait des ressources naturelles autour de la forge et l'énergie avec les courants d'eau qui ont permis donc l'installation des usines au fil de l'eau en utilisant la puissance de l'eau transformée pour la mécanique. Voilà. Donc maintenant on s'est structuré un petit peu en regroupant les différents EPCI, donc les différentes comités de communes qui étaient dans ce Nord-Franche-Comté. Il faut savoir que quand le territoire d'industrie a été mis en place, on a 4 seulement des intercommunalités, on va dire, avaient été considérées par rapport aux règles de territoire d'industrie dans le territoire d'industrie, et on a demandé, puisque le pôle métropolitain qui a été créé en 2016 regroupe les 5 territoires, d'accoler l'ensemble de ces territoires ensemble. Et donc, ça représente 5 comités de communes, 2 importantes qui sont Montbéliard et Belfort, 2 plus industrielles, c'est Sud Territoire et le Pays d'Héricourt, et puis une qui est à l'interface avec les Vosges, donc qui s'appelle Vosges du Sud, et qui est donc le territoire le plus récent arrivé chez nous, même si
ça va tellement vite, territoire d'industrie, qu'on a un peu de mal des fois à tout suivre, et on travaille depuis le départ ensemble. On n'avait pas eu le temps de beaucoup faire autrement. Donc 196 communes, c'est important parce que il faut savoir que les décisions de toutes intercommunalités sont prises, on va dire, à la majorité, et puis à peu près 300 000 habitants, ce qui représente donc le pôle économique, le troisième pôle économique de Bourgogne-Franche-Comté, hein, après Dijon et Besançon. Donc le pôle métropolitain, il s'est mis en place, il a un partie développement économique, donc c'est l'animation de territoires d'industrie, et puis la participation à, on va dire, à différents programmes que les élus lui donnent et lui demandent de faire. On a également tout ce qui est promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, hein, ce qui donc associe le pôle métropolitain aux discussions avec la région, hein, qui, comme c'est un contrat qu'on vient de signer, et qui nous permet de disposer dans les partenariats financiers, on le verra dans le territoire d'industrie plus tard, et dans le territoire d'innovation, d'à peu près 35 millions d'euros de partenariats qui viennent de la région et auxquels on ajoute les mêmes sommes. L'autorité, bien sûr, c'est le pôle métropolitain donne aussi son avis sur les demandes FEDER et en particulier celles qui concernent les friches, donc c'est un point important. Et puis on a monté avec l'ensemble des universitaires qui sont sur le Nord-Franche-Comté un campus métropolitain autour de ce pôle métropolitain pour lui donner un peu une armature et un levier d'action, hein, de fond. Et puis bien sûr, il devrait pouvoir faire de l'aménagement, du transport et de la mobilité et de la santé, mais comme le nombre de personnes est un peu restreint, on développe l'activité, même si un certain nombre d'élus de ce territoire pensent que c'est l'avenir dans sa forme. Alors là, j'étais beaucoup plus technique, mais c'est important. Je vais donner la parole à Romuald de comment ça fait partie de la tâche. Donc, comme on le disait, le territoire de Belfort a je dirais une tradition industrielle. Si on reprend l'histoire, il y a marqué par un certain nombre de familles industrielles. Hein, quand on pense au groupe VMC, au groupe Lisi aujourd'hui, qui sont des entreprises très fortes, je dirais l'arrivée d'Alstom à la fin du 19e siècle, qui était initialement implanté en Alsace et au lendemain de la guerre de 70, donc est venu s'implanter sur le territoire de Belfort, et les usines Peugeot, hein, qui sont nées dans la région de Montbéliard et qui ont été à l'origine, bien sûr, du site PSA de Sochaux, mais aussi d'un grand nombre de sous-traitants comme Forestia, Flex and Gate aujourd'hui, qui marquent le territoire de Belfort. Cette histoire industrielle a été marquée par ces grandes histoires industrielles, ces grands groupes, et ces entreprises marquent encore le discours économique et la vie industrielle du territoire. On a à peu près 30 000 emplois industriels sur le territoire, dont 5 700 emplois en conception-recherche, beaucoup de plus en plus, bien sûr, de postes d'ingénieurs, de recherche, en lien avec les différentes institutions de formation et de recherche, mais une part encore importante d'ouvriers, puisque dans nos grandes usines, nous avons une portion de 30 à 40% de catégories ouvrières. Donc les deux grands domaines, on le voit sur la carte par les couleurs, le domaine un domaine sur l'énergie plutôt concentré dans le nord de ce territoire dans Franche-Comté, côté Belfort. On parle d'Alstom qui a été revendu en grande partie pour sa division énergie à General Electric, donc voilà, tout ce qui tourne autour aujourd'hui du périmètre de General Electric, et puis tout ce qui concerne l'automobile autour de à l'origine des usines Peugeot, mais du groupe PSA et de l'ensemble de ses sous-traitants, plutôt sur l'agglomération de Montbéliard. Alors ces différentes industries aujourd'hui sont partie d'un écosystème relativement dense et très vivant sur le territoire. On va retrouver les établissements de formation, l'UTBM, qui est une des 3 universités technologiques de France, hein, en complément de Troyes et de Compiègne, l'université Franche-Comté, l'ESTA, autre école d'ingénieurs située à Belfort, des sociétés d'économistes qui contribuent
en fait à maintenir, à valoriser les assets industriels, les bâtiments. C'est vrai que enfin voilà, c'est un sujet qu'on pourrait prolonger, mais nos vieilles installations, euh, ces installations anciennes, il est important je dirais, de mobiliser la collectivité pour valoriser ces bâtiments et ne pas créer de friches industrielles qui se retrouveraient en plein cœur de centres urbains. Euh, on est accompagné d'agences d'urbanisme. Nous faisons partie de clusters. Je mentionnerai la Vallée de l'Énergie qui est née plutôt côté Belfort dans la partie énergie, et le pôle véhicule du futur qui est plus large en fait que le territoire Nord-Franche-Comté, puisqu'il couvre aussi le sud Alsace et toute la région de Mulhouse, et qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'automobile de cette région. Enfin, un grand nombre d'agences qui contribuent à identifier les potentiels de création d'entreprises et de support, de soutien économique aux différents acteurs, et bien sûr les collectivités territoriales dont Didier fait partie, le pôle métropolitain, le Grand Belfort, et bien sûr au-dessus la région. Alors, cet écosystème, on voit avec deux grands pôles urbains que sont le territoire de Belfort et je dirais l'agglomération de Montbéliard, a vu son premier regroupement. Quand on parle de territoire Nord-Franche-Comté, on est sur sur ces deux territoires. Le territoire d'industrie Nord-Franche-Comté couvre ces deux grandes agglomérations. C'est un enjeu aussi pour nous que d'arriver à faire que ces deux agglomérations travaillent ensemble et en toute collaboration. Et le projet que nous avons présenté conjointement dans le cadre de territoire d'innovation, qui s'appelle Transformation d'un territoire industriel, a été la première, je dirais, concrétisation et reconnaissance de ce travail commun. Puisque ce projet a été reconnu et validé comme étant un territoire d'innovation. Dans le cadre de ce projet, 27 actions, 27 fiches projets ont été présentées et intégrées sur 3 axes. L'industrie du futur, avec toute la partie digitale et tout ce que cela comporte, toute la filière hydrogène qui s'inscrit dans la continuité du cluster énergie de l'agglomération de Belfort, et puis un certain nombre de fiches qui répondent à des besoins concrets des entreprises sur le développement des compétences et je dirais l'adaptation des entreprises aux nouvelles générations pour attirer et développer les compétences dont les entreprises du territoire auront besoin demain. Voilà, donc c'est un beau projet qui regroupe une trentaine de partenaires et qui va apporter un support financier pour l'ensemble des porteurs de projets pour les années qui viennent. Dans le cadre de territoire d'industrie, donc nous avons signé un protocole en mars 2019. Je dirais, aujourd'hui, nous avons présenté une quinzaine de fiches actions sur des axes qui sont des problématiques communes à l'ensemble largement partagées par les différentes entreprises. L'axe recruter, former, on approfondira ce sujet un peu plus tard dans la présentation. Le fait d'attirer des compétences sur le territoire de Belfort. Voilà, nous sommes ici sur Paris. Paris est encore un gros pouvoir d'attraction sur les jeunes générations, et je dirais se pose la question sur nos entreprises, comment attirer les compétences, y compris de personnes de compétences sortant des grandes écoles comme ici, sachant que voilà, les aspirations individuelles doivent être satisfaites,
les vies de famille doivent être respectées de plus en plus, les valeurs individuelles des uns et des autres changent, et, je dirais, et les entreprises doivent s'adapter. L'innovation, qui reste un axe de travail extrêmement important, et puis la simplification. C'est vrai que dans toutes les réunions que nous avons pu faire avec euh, les, euh, les petites entreprises et les différents acteurs de l'État, les différents services qui proposent un certain nombre d'actions et d'aides, je dirais il y a un manque de compréhension, de connaissances tout court. Euh, alors dans les grandes entreprises, souvent nous sommes équipés en interne pour pouvoir aller chercher les subventions. Nous sommes organisés pour maintenir des contacts avec les différents services de l'État. On constate que les petites entreprises sont souvent un petit peu perdues et les relations avec les différents services de l'État sont très consommatrices de temps. Donc un des rôles aussi que nous avons dans le cadre de territoire de l'industrie, au-delà de porter un certain nombre de projets d'envergure qui permettent aussi de transformer ce territoire industriel, nous avons pour objectif de créer un lien fort entre le réseau des petites entreprises et les différents services de l'État. Nous avons d'ailleurs à ce titre récemment organisé un ensemble de tables rondes où les différents services de l'État ont pu présenter leurs services à un parterre de patrons de PME. C'était il y a une quinzaine de jours. On va approfondir ce défi former et recruter. C'est vrai qu'il est assez marquant. Je veux dire, moi je suis directeur d'usine depuis 4-5 ans. J'étais directeur de l'usine d'Ornans dans le Doubs. Donc Ornans, c'est à mi-chemin entre Pontarlier et Besançon. Et on avait une grande difficulté à recruter. On le disait tout à l'heure, de par la proximité de la Suisse, qui a un pouvoir d'attraction important sur le bassin d'emploi. Mais lorsque je partage, j'ai des échanges avec un ensemble de patrons d'entreprise dans le cadre, puisque je fais partie du bureau de direction de l'UMM. Toutes les entreprises, quand on fait un tour de table, toutes les entreprises cherchent à recruter, ont des postes ouverts et n'arrivent pas à recruter. C'est un constat que l'on fait. Et c'est une difficulté qui nous préoccupe. Le premier défi que nous avons dans le territoire Nord-Franche-Comté, c'est de garder nos diplômés et les ingénieurs formés dans le territoire. Nous avons cette chance d'avoir un certain nombre de belles écoles d'ingénieurs, mais globalement, le marché des ingénieurs se tend. On sait très bien qu'aujourd'hui, on forme en France environ 30 000 ingénieurs par an, alors que 35 000. Le besoin est de l'ordre de 50 000, donc forcément, il y a de la compétition dans les territoires. Et je dirais les jeunes ingénieurs, les jeunes diplômés, nous devons pouvoir les attirer sur notre territoire. C'est un petit peu ambivalent. L'objectif d'une université est aussi de se projeter à l'international et de développer son image à l'extérieur du territoire. Donc voilà, je dirais le territoire a besoin de ses compétences et l'université a aussi besoin d'exporter ses compétences. Voilà, il faut trouver un bon équilibre. Nous sommes à la frontière de l'Allemagne, de la Suisse, et un nombre important de jeunes diplômés vont chercher, n'hésitent pas, en tout cas, à contacter, à aller voir ces régions et les opportunités d'emploi dans ces régions proches. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que le développement de l'apprentissage est un axe fort d'ancrage des jeunes compétences, puisque on constate tout de même que un apprenti sur deux reste dans l'entreprise qu'il a formée, ça veut dire reste sur le territoire. Et je ne vous cache pas que moi, en tant que directeur d'usine, des fois, pour mieux fidéliser, mieux m'assurer d'une compétence stable géographiquement,
je ne vise pas forcément des jeunes diplômés, mais plutôt en second ou troisième poste, lorsque ces jeunes commencent à constituer une famille, puisque lorsqu'ils constituent une famille, bien sûr, ils vont acheter du foncier, et, ils vont s'implanter localement, et donc ils hésiteront plus à bouger dans les années qui viennent. Le recrutement, j'en parlais tout à l'heure, toutes les entreprises cherchent à recruter. Euh, Dans l'usine Alstom de Belfort, ça fait près d'1 an, je cherche 6 soudeurs. J'ai 6 postes ouverts que je n'arrive pas à recruter. C'est un réel questionnement que l'on a. Bien sûr, la présence de l'Alsace qui propose des salaires un petit peu plus élevés, sans parler de la Suisse un petit peu plus loin. La Suisse est à 20 minutes, la frontière est à 20 minutes de Belfort. Et les gens aujourd'hui n'hésitent plus à faire, vous allez me dire en tant que, souvent les Parisiens me disent, on peut faire 1h30, 2 heures de trajet pour aller au travail. Donc voilà, 1 heure de voiture depuis Belfort ou Montbéliard, ça permet d'aller assez loin et donc on sort assez facilement du territoire. On a aussi, je pense, des questions à se poser sur l'image que l'on renvoie, l'image de l'industrie. Et à ce titre-là, on peut souligner l'initiative prise par l'UMM avec la fabrique de l'industrie pour, je dirais, travailler globalement sur l'image des filières industrielles. Et puis travailler sur nos relations avec les écoles dès les plus jeunes âges. Et il y a des phénomènes de société, des phénomènes de génération. Nous avons du mal aujourd'hui, même sur des filières de formation de type bac pro, à attirer des jeunes, même pour venir visiter nos entreprises. Ça reste une difficulté sur laquelle nous devons travailler. Je pense que il n'y a pas de, voilà, il y a de nouvelles générations, de nouveaux comportements, et les entreprises industrielles doivent aussi s'adapter à ces nouvelles générations. En tout cas, c'est la réflexion que nous menons actuellement avec les responsables de petites entreprises. En tout cas, nous avons sans doute des clés à trouver pour je dirais avoir de meilleurs liens entre nos entreprises industrielles et les nouvelles générations. Et je vais te laisser maintenant parler des transformations industrielles sur les différents sites de notre territoire. Donc, ça vous permet aussi d'avoir quelques exemples, puisque, encore une fois, notre territoire, il n'a pas commencé à évoluer, on va dire, dans le territoire d'industrie. On a facilement pu rentrer dans le territoire d'industrie parce que justement, on travaillait depuis 2 ou 3 ans sur le territoire d'innovation et sur d'autres programmes qui sont aujourd'hui lancés au niveau national. Et donc, ça a permis de faire des choses. Alors, je vais juste donner un exemple. Alors, il y aura 5 exemples. C'est des fiches, après on pourra discuter. Je ferai un peu une présentation simple mais importante. Il faut savoir qu'on a sur nos territoires créé historiquement sur le territoire de Belfort, plus particulièrement donc une société d'économie mixte, et que nos territoires se sont fortement engagés dans ces sociétés d'économie mixte. Donc, en particulier donc la SEMPAT sur Belfort qui a remodernisé un certain nombre de territoires, mais qui étaient soit un peu abandonnés, malheureusement, soit en cours d'abandon. Mais on va dire les collectivités locales avaient plus une fonction de récupérer des friches au fur et à mesure et d'essayer de les recommercialiser. Ou encore d'accompagner après, et la SEM l'a très bien montré, les nouveaux développements pour attirer de manière exogène des entreprises. Dans le cas du pays Montbéliard, on a créé la SEM en 2011 et pour on va dire avoir un outil, principalement de par on va dire une diminution des moyens financiers, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais on est quand même une des régions industrielles
assez riche. Hein, et c'est vrai que tant qu'on touchait l'ATP avec l'augmentation des entreprises et de leur rétribution, on va dire, on avait un territoire qui pouvait s'autofinancer de beaucoup de choses. Ensuite, la limite financière de nos territoires et de nos collectivités a donné à réfléchir, à trouver de nouveaux modèles. Donc en 2011, on a créé cette société d'économie mixte Pays Montbéliard Immobilier d'entreprise. Et à partir de 2013, PSA était venu nous voir. Donc vous avez, alors je vais le faire avec la petite souris, ça sera plus simple. Là, vous avez à peu près tout Sochaux Montbéliard, Exincourt, parce que c'est en bas. Hein, c'est à peu près 250 hectares d'entreprise, hein, de l'entreprise PSA, qui historiquement était traversée par une route nationale qui a été, on va dire, privatisée, et en contrepartie PSA payait une partie de l'autoroute, ce qui explique que l'autoroute ait des moyens faciles de déplacement sur nos territoires. Et puis également, il y avait une rivière qui passait, une petite rivière qui passait à côté, et PSA l'a rebouché et a créé un grand canal au cas où un jour ou l'autre il y a le grand canal qui passe par là. Donc là c'était le développement de 1890 à on va dire 2010. En 2010, tout a changé et donc les entreprises ont compris qu'il fallait compacter. Et donc ils sont venus nous voir en nous disant voilà, on va se séparer d'une vingtaine d'hectares, que peut-on en faire, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc c'était la partie nord, c'est la partie qui se situe ici. Donc cette partie, elle était constituée des différents bâtiments qu'on voit ici et de terres, de parking et autres qui sont autour. Donc en 2015, on a travaillé avec, enfin 2013 à 2015, on a travaillé sur le projet. Alors en 2014, je rappelle, il y a eu des élections, mais comme certains sont restés comme moi, donc on a continué à travailler, même si les majorités changeaient, mais finalement la relation, heureusement, avec les industriels ne dépend pas, en principe, des couleurs politiques. Donc on a travaillé et la proposition de PSA, c'était pas uniquement de reprendre une friche et puis de faire venir une autre industrie, de diversification. Ça a été de dire, voilà, aujourd'hui, pour que cette production de voitures, hein, qui était autour de 1300, soit économiquement viable par rapport aux pays low cost, ça va être d'amener les fournisseurs à proximité. Et donc, on a repris les bâtiments, on les a achetés, on a fait à peu près, aujourd'hui, on a à peu près pour 20 millions de travaux à l'intérieur des bâtiments pour les moderniser, pour économiser en fonctionnement. On a défini avec PSA un coût au mètre carré, donc pour les spécialistes, c'est 55 € du mètre carré et une 20 à 25 € de fonctionnement, de coût de fonctionnement au mètre carré. C'était le maximum tolérable pour les fournisseurs. Et on a installé donc les fournisseurs à l'intérieur avec bien sûr la relation avec PSA. Et ce qui fait que les camions arrivent et portent les grandes pièces. Les pièces sont préparées sur notre site et donc ils traversent le bâtiment. Les camions traversent le bâtiment, ils déchargent. Dans toutes les cellules, on va monter les pièces, on va préformer les pièces qui vont être emmenées directement à l'usine puisque la frontière avec l'usine PSA elle est juste là au bout. Et donc ce qui fait une économie de transport, une économie donc tout le monde en bénéficie. La CMPMIE pour un retour d'investissement économique, hein, et PSA. Alors voilà, s'il y a des questions, je vous répondrai à des questions après. Mais et ce modèle fonctionne très bien puisqu'on a un taux de rentabilité supérieur à ce qui était attendu au départ. Pourquoi? Parce que finalement, les sous-traitants ont compris que de faire et s'installer là, ça leur donnait pas des marchés. Hein. Chaque fois, les marchés peuvent changer. On commence à avoir les sous-traitants. Le temps de, je l'ai pas dit, mais le temps de montage d'un véhicule, c'est 3 ans. Enfin, le temps de vie d'un véhicule en construction, c'est 3 ans. Et donc, en gros, les commandes sont déjà faites pour les véhicules de 2022. Donc, on sait déjà qui peut venir dans nos locaux. Et après, leur durée de vie dans les locaux dépend de la réussite ou non du véhicule. Aujourd'hui, c'est la 3008 qui est fait. Un des véhicules importants, c'est la 3008. On est à plus de 1400 véhicules jour. Hein. Il faut imaginer, ça fait à peu près un véhicule toutes les minutes qui doit sortir. Donc une production forte. Et donc ce qui a fait que voilà, là ça marche de fond. Et puis comme PSA a trouvé que ça marchait bien, des 23 premiers hectares, ils nous ont dit, ben voilà, en 2022, on va séparer 50 hectares. Donc, ce serait bien que vous travailliez dessus. Et donc, dans le cadre des territoires d'innovation et de territoires d'industrie, on travaille sur ce projet-là. Bien sûr, donc ça a permis et c'est vrai que c'est pas d'améliorer la production, la modernisation, et de ramener à un coût de production intéressant par rapport à d'autres sites sur le fond.
Donc un autre point, mais c'est pour montrer quand même qu'on a un territoire diversifié quand même, historique, et la partie, comme l'a dit Romuald, par rapport à la partie formation, hein, donc c'est le déploiement autour. Alors j'ai pas mis parce que Hermès n'aime pas du tout qu'on parle d'eux, donc on parle de manufacture, du cuir et du luxe chez nous. Hein, donc historiquement, Hermès était venu s'installer et avait récupéré un, pourquoi il s'était installé là? Parce qu'on avait un ancien de PSA qui travaillait le cuir, qui s'appelait Monsieur Boudard, qui avait créé une petite école de formation et qui en faisait des spécialistes de la couture à deux pointes et qui correspondait à la manière de faire des sacs Hermès et en particulier le Kelly. Et donc une usine avait été créée à ce long cours et puis ça allait bien. Et puis la raréfaction des personnels dans ces domaines manuels a conduit la société Hermès et d'autres aujourd'hui à demander à l'école Boudard d'augmenter son taux de production de spécialistes petites mains. Et donc, on a à la fois développé l'enseignement avec la région et les collectivités locales, et qu'aujourd'hui, on a donc sur le territoire d'industrie, à Seloncourt, Héricourt et Technoland 2, enfin Technoland 2, c'est le village d'Alenjoie, on a donc 3 manufactures, à peu près de 300 personnes qui travaillent là et qui développent une activité assez forte pour la valorisation des métiers du cuir, ce qui nous a permis de développer de nouveaux savoir-faire. Et ces savoir-faire ont été repris aujourd'hui par d'autres sous-traitants, mais de l'automobile, et ce qui permet de réussir à retrouver dans la fabrication automobile pour certaines options, du cuir, de l'utilisation du cuir ou de matériaux qui s'en rapprochent. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu la diversification, parce que même si c'est énergie transport, on a quand même le luxe qui est un point important de notre développement. Le troisième exemple que je prendrais, c'est un exemple qui est dans le sud territoire pour montrer que c'est vraiment une usine historique, Lizy Automotive, au bord de l'eau, complètement retirée à Grand-Villard, si vous allez, très très proche de la frontière. Cette usine, la famille Vieillard qui l'avait montée, enfin qui l'avait repris et tout, était en plein développement, mais elle s'est posé la question à un moment, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Et puis l'attachement local a fait que la collectivité à l'époque est sur le territoire, qui a également créé une société d'économie mixte pour faire ce montage. Et enfin, pour nous, c'est le fonctionnement entre l'industrie, l'économie mixte et le territoire et les collectivités locales est vraiment très très important. Et donc là, on se retrouvait dans une petite ville, parce que Grand-Villard, je me rappelle plus exactement le nombre d'habitants, mais lui, toi qui connais, tu sais à peu près, parce que c'était plus 4000, voilà, bon, oui, une usine au cœur d'une ville de 4000 habitants, dans des vieux locaux. Et donc la collectivité, l'intercommunalité a créé cette SEM, racheté les bâtiments, les a transformés. Et donc là, on voit un peu la réhabilitation 2011-2015, 2015-2018, donc le relancement et l'installation du siège social de Lizy, avec non pas la destruction, parce que c'est aussi une des particularités, c'est la mise en évidence du savoir-faire historique, de la qualité des bâtiments ou de leur utilisation à des fins industrielles. Et puis là, en 2019, ça rentre dans le territoire d'industrie et dans le contrat région pôle métropolitain. Donc ça va être de réhabiliter ce bâtiment qui est ici, qui est l'ancien bâtiment qui récupérait l'énergie, puisque le canal passe juste à côté, on voit un peu partout le canal qui passe, qui était la source d'énergie, je répète, c'est très important là-dessus. Et donc là, l'idée est de développer donc de nouveaux locaux qui soient à la fois la possibilité, comme l'a dit Romuald, d'attirer des gens qui vont venir là pour travailler dans l'usine, hôtel, formation. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de plus en plus que nos ingénieurs ou les bureaux qui peuvent venir travailler là, ils tournent, et donc il faut de quoi loger les gens, au moins le temps qu'ils trouvent de quoi, on va dire, une maison ou un appartement un peu plus loin par rapport à nos différents territoires. Donc là, c'est un des projets d'une friche, mais encore une fois, là c'est une friche ancienne. Avant, on avait une friche qui est en cours. J'explique souvent ça à mes collègues universitaires qui font de la production. Nous, on sait déjà les friches qu'on va avoir de 2-3 ans et on essaie de voir comment on va les valoriser. Et donc, c'est le gros travail qu'on doit faire. Et surtout, d'avoir un rendement économique. Le quatrième exemple, donc là, c'est l'accompagnement de l'industrie 4.H.
Hein, donc là, c'est un pari que l'on fait à la fois avec le sur Technome, donc avec la société économique Tandem, hein, qui va travailler avec l'UTBM en son cœur. Pour nous, au niveau de PSA, dans le bâtiment que je vous montrais précédemment, ça sera dans ce territoire aussi un petit développement, et parce qu'il faut répartir et faire profiter à tous nos territoires. Donc là, l'idée, j'ai fait un seul schéma, j'ai pas pris celui du techno, mais c'est le même principe. On est dans la rue, on doit attirer des gens. On doit attirer des jeunes, on doit leur donner l'acculturation de l'industrie, on doit les faire rentrer dans l'industrie. Ils vont peut-être avoir peur de rentrer dans la grosse industrie tout de suite. Par contre, ils iront peut-être dans un Fab Lab, ils iront peut-être dans une petite chaîne de production qui sera là en démonstrateur, ils iront peut-être dans un showroom. Donc l'idée est de faire un espace collaboratif dans lequel des gens qui aient des idées, peut-être même des gens de l'entreprise qui diront tiens, on veut incuber. C'est compliqué en France d'incuber. Je suis universitaire et je peux le dire, on peut incuber quand on est étudiant ingénieur. Quand on a 40 ans puis qu'on veut incuber, il faut aller dans une pépinière d'entreprise. Elles sont jamais très localisées là, parce que je suis aussi responsable d'une pépinière, donc je sais où elles sont, sur le territoire en tout cas. Et voilà, donc il y a une idée de retrouver un espace collaboratif de travail avec des spécialistes, par exemple des écoles d'ingénieurs, mais aussi de formation technique. Là, on a l'UMM qui sera avec nous. On a le centre de formation de l'industrie. Hein, et voilà. Et donc de développer, puis d'avoir un axe dans dans les deux bâtiments, un axe également pour des startups, hein, pour non seulement accompagner, mais aider, retrouver, mutualiser. Comme l'a dit Romuald, une des grandes, pas des questions, mais des suggestions qu'on nous a fait pour le territoire d'industrie, c'est de dire voilà, essayer de nous expliquer que ce soit simple, qu'on n'ait pas 50 personnes entre la région, les collectivités qui viennent nous voir pour nous proposer quelque chose. Et puis quand on dépose un dossier, on n'a pas de réponse. Donc voilà, il y a 50 personnes qui sont venues et pas de réponse derrière. Donc c'est un peu compliqué. Et donc et ce qui est important dans les deux différents cas de mesure, c'est toujours d'avoir nos industriels locaux qui seront là également pour donner un coup de main ou pour proposer des sujets de recherche. Hein. Ça a été fait à l'UTBM. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a la possibilité de mobiliser les étudiants pendant une semaine. Alors, tout le long de l'année, bien sûr, on peut les mobiliser, mais là, on fait un gros flash sur une semaine où on prend des sujets de recherche ou des sujets technologiques demandés par des industriels, et puis on les réunit. Ça fait quand même un millier d'étudiants réunis de fond, et ils vont travailler pendant une semaine sur un sujet d'une PMI, PME, ETI. Donc ça, on l'a déjà mis en place aussi, et on va encore plus le valoriser dans le cadre de cela, en les faisant donc sur différents sites, hein, parce qu'aujourd'hui on le fait que sur un site, et donc de le faire sur différents sites pour permettre voilà, à des questions d'être soumises, d'être développées. Peut-être à un étudiant de se dire, tiens, finalement, mon truc, il semble plaire à des industriels. Hein. Aujourd'hui, le véhicule autonome pour servir en production, on a des gens qui viennent de Toulouse pour s'installer chez nous pour dire, oui, on veut alimenter. Le 1er janvier, le groupe PSA n'aura que des voitures électriques sur le site ou des camions électriques. Donc il y a une évolution. Et donc là, dans le cadre des territoires d'industrie, on le fait sur PSA, mais l'idée est de le faire pour tout le domaine industriel et surtout pour les moyennes et petites entreprises qui, elles, encore une fois, n'ont pas automatiquement les moyens de réaliser cela. Je rajouterais que pour nos entreprises, il y a aussi un objectif je dirais, d'appréhender, d'apprendre à travailler différemment, à aller chercher des nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément en interne et à faire évoluer la culture de l'entreprise. J'ai été marqué de voir que nos ingénieurs très souvent veulent avoir la maîtrise totale des développements et donc on continue à développer comme on développait il y a 30 ans, comme ils ont appris à faire en fait, et on hésite à aller chercher des compétences qu'on n'a pas, on hésite à aller chercher des jeunes, à faire confiance à des jeunes, et je pense que là, je dirais la participation au crunch time et la contribution voilà, proposer des projets, développer des projets dans le cadre d'un crunch lab, c'est aussi une opportunité de développement de nos ingénieurs, de nos bureaux d'études, pour accélérer encore l'innovation et faire évoluer nos entreprises encore plus vite. Voilà. Et puis donc le 5e exemple, pour finir dans tous mes exemples, ça sera
le point important qu'on développe. Alors, des fois, j'ai pris que 5 exemples, hein, j'aurais pu en mettre 50. Sur tous les territoires, enfin, notre territoire est vraiment avec beaucoup de possibilités. Mais là, c'est la partie hydrogène, hein, puisque cette filière hydrogène, donc, on a une université qui est l'UTBM, mais également l'Université de Franche-Comté, qui ont des chercheurs qui travaillent dans le domaine depuis longtemps. Je rappelle toujours, parce que des fois on l'oublie, il y a une dizaine d'années, le premier véhicule qui a eu le droit de rouler sur les routes avec de l'hydrogène était un véhicule qui sortait d'un laboratoire et d'une entreprise locale, d'une toute petite entreprise locale qui malheureusement a disparu à cause de cette création, parce qu'elle n'a pas réussi à vendre son véhicule. À l'époque, c'était très en amont. Hein, et avec le groupe Michelin à l'époque, ils avaient donc utilisé les premières piles à combustible sur un véhicule immatriculé, donc autorisé, hein, agréé et validé, et c'était une première. Donc on a développé après Mobile Post, qui est un petit véhicule que vous avez ici, hein, qui travaille qui aide les postiers, hein, et aussi alimenté en hydrogène. Et donc, qui avait la particularité dans ce programme, installé sur une dizaine de centres postaux en Franche-Comté, d'avoir des panneaux solaires et donc la production d'hydrogène local de fond. Mais là, encore une fois, c'est un exercice qui a déjà été fait, mais je pense que c'est important de le mettre. Après, on a beaucoup de travaux entre les agglomérations. Si on veut s'orienter vers, on va dire, des écolabels, c'est d'essayer les bus à hydrogène entre nos agglomérations. La difficulté, je vous l'ai dit tout à l'heure, 300 000 habitants sur un territoire très large qui va du rural à l'industriel, du centre-ville, les industries en plein centre-ville ou en banlieue, et donc énormément de besoins de déplacement qui aujourd'hui se font en voiture. Je peux dire que l'autoroute, on l'a mis à 3 voies, on pourrait le mettre à 4 voies, je pense qu'il y aura encore plus de voitures. Et donc voilà, il faut trouver des possibilités de fonds avec en plus, je tiens à signaler parce que on l'a peut-être pas vu tout à l'heure, on parle toujours des grosses entreprises au cœur de nos villes, hein, que ce soit Sochaux ou Belfort, mais on a des petites entreprises un peu partout, en satellite, dans des tout petits villages, hein, et avec la difficulté qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent ces entreprises ont plutôt envie de les fermer puis d'aller les mettre ailleurs à cause des transports, à cause de quand vous mettez des bus, vous ralentissez par exemple les transferts de camions d'une heure. Ouais, quand vous faites une ligne THNS, les camions qui circulaient à côté, ils sont réduits, ils ont plus de feu, et donc le sous-traitant vient nous voir en nous disant voilà, on va se rapprocher de l'usine, trouvez-nous des terrains. Et c'est mon boulot après d'expliquer au maire qui perd son entreprise qu'il faut qu'il soit content parce que tout le monde en profite. Mais c'est un autre détail, je pourrais le développer aussi tout à l'heure. Donc après, on a beaucoup on va commencer aussi à travailler, mais bien sûr sur ce qui est le green complet dans les bâtiments, hein, avec là c'est des systèmes de chauffage en démonstrateur. Alors je rappelle parce que c'est mon boulot d'enseignant sur l'environnement. Ça a été fait il y a quelques années. Hein. Il y a quelques années, on a eu beaucoup de démonstrateurs qui ont été faits, mais comme la filière hydrogène ne se développait pas, pratiquement tous les essais ont été mis, on va dire, un peu à la trappe ou oubliés. Et puis maintenant, on en retrouve quelques-uns. Mais c'est un petit peu là. On était très en amont à une époque et malheureusement, on n'a pas été plus loin, mais heureusement, on a gardé les technologies. Donc c'est un gros travail. Donc bien sûr, il y a la locomotive, mais là, je serais Romuald de rajouter quelque chose dessus juste après. Le Clean Mobility, donc c'est le fait d'avoir donc un centre de distribution de l'hydrogène, parce que quand on développe des véhicules utilisant l'hydrogène, il faut bien penser que derrière, il faut à la fois le développement des technologies autour de l'hydrogène. Alors, le Clean Mobility en premier, ça va être le Core Center, donc qui a été validé, que Bavent a obtenu. Donc, Bavent est un des centres international de recherche pour Forestia. Ils se battaient avec les Allemands. Et donc, il y a à peu près 3 semaines, la Forestia International a validé le fait que le nouveau bâtiment soit installé à Bavent. Bien sûr, et là je dis régulièrement, en y associant des fonds publics, puisque on participe, la région de Bourgogne-Franche-Comté et la collectivité, on abonde un fonds d'innovation d'à peu près 5 millions d'euros pour eux. Et puis l'ISTI, donc c'est l'implantation d'un institut national de stockage de l'hydrogène, donc qui se fera à travers donc des entreprises qui s'installent. C'est pas du public, là c'est vraiment pour moi c'est le plus important, c'est que ce soit des entreprises qui viennent s'installer.
et qui vont donc travailler autour de l'hydrogène, travailler autour des possibilités de stockage, de fabrication, et puis avec le développement de bornes hydrogène, parce qu'encore une fois, hein, on l'a vu pour le gaz dans les véhicules, des fois, c'est bien d'avoir le véhicule et d'avoir développé le véhicule, mais il faut aussi l'infrastructure routière et autres de fond. Voilà. Donc là, c'était tous les exemples, et maintenant, nous on a fini. Si tu veux finir, on va compléter un peu sur la partie hydrogène qui concerne aussi pas mal Alstom. Oui, je dirais que on a la photo sur cette diapo du Coradia E-Lint qui a été mis en service commercial il y a quelques mois en Allemagne. Donc il y a eu pas mal d'émoi en France sur le fait qu'on ait mis en service ce train à hydrogène d'abord en Allemagne. Je pense qu'il y a un écosystème autour de l'hydrogène qui était déjà mis en place avec un réseau de fabrication, circuit de fabrication de l'hydrogène, un réseau de distribution existant. Et donc, je dirais l'écosystème a permis de tirer quelque part de créer ce besoin aussi d'avoir d'un train à hydrogène. Le développement du ferroviaire hydrogène en France est en route. Un certain nombre de régions s'y intéressent. Je dirais que voilà le marché. Moi, mon commentaire par rapport à l'hydrogène de manière générale, c'est que et au territoire d'industrie, c'est que on a une puissance extraordinaire, une volonté extraordinaire en termes de financement d'énergie pour développer tel ou tel projet, aider les entreprises. Il faut l'hydrogène. Voilà, on développe là, on développe des technologies, on construit des briques technologiques, on améliore nos connaissances sur l'hydrogène. Il faut aussi qu'on soit tiré par le marché. Voilà, il faut pour ceux qui ont fait des études de système de production, entre un système push et un système pull, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en système push sur les aides à projet. Et voilà, à un moment donné, il faut aussi qu'on soit tiré par le marché. Je donnerai juste un exemple. La Chine a voulu développer l'hydrogène. Ils ont lancé une commande d'État de 600 bus à hydrogène. Et c'est ce type de besoin du marché qui permet aux industriels et à la filière globale de se structurer et de se projeter. Donc là, nous avons, je dirais, voilà, ce sont de très beaux projets. Encore une fois, une chance pour nos industriels que d'avoir des moyens et des projets pour développer un savoir-faire en France sur ce sujet. Il faut que le relais soit pris par le marché sur nos territoires pour pérenniser cette ambition. Concernant le fret à hydrogène, bien sûr, Alstom sera présent lorsque nos clients seront prêts et nous les accompagnerons à ce moment-là. Donc, la deuxième question est plus facile pour moi dès le départ. Pourquoi? Parce que le maillage est en train de se mettre en place. Hein. Territoire d'industrie. Enfin, heureusement que je suis enseignant, puis je peux me libérer un peu, parce que sinon on n'y arriverait pas. Hein. Franchement, ça prend beaucoup de temps, et souvent on est convoqué à une réunion le mercredi en ayant l'information le lundi. Donc ça se met en place tout doucement. Enfin tout doucement, très rapidement, et c'est un petit peu le but. Aujourd'hui, il y a un groupe qui a été monté sur la partie friche parce qu'on s'est aperçu que sur tous les territoires d'industrie, un des points problématiques était la gestion des friches et des échanges sur comment les différents territoires au niveau national ont été amenés ou seront amenés à gérer des friches. Alors, des friches abandonnées, des friches, voilà. Donc ça, c'est l'échange. Après, encore une fois, je pense qu'il y aura d'autres groupes de travaux qui vont être mis en place sur telle ou telle chose. Sur la partie hydrogène, qui est un point fort du Nord-Franche-Comté, mais là on a travaillé avec d'autres territoires également de notre région,
Hein. Et puis on a par exemple l'élu qui est en charge de la partie un peu hydrogène sur Dole, qui est à une centaine de kilomètres de nous, qui travaille également, qui est la responsable au niveau national et donc qui fait des échanges, qui fait des choses dessus. Donc voilà un petit peu le fond. Après sur la partie territoire d'innovation, territoire d'industrie, pour nous c'est très imbriqué. Et territoire d'innovation, il est parti entre Montbéliard et Belfort. Au départ, c'était les deux grandes agglomérations qui avaient le montage. Et territoire d'industrie, on nous a dit non mais il vaut mieux l'agrandir. Donc c'est vrai que c'est territoire d'innovation et concerne au départ des projets qui sont très Montbéliard, enfin des grandes villes. Et derrière, on a territoire d'industrie pour nous concerne vraiment beaucoup plus des PMI, des PME, des ETI, en sachant que ça va être toujours compliqué. Quand vous arrivez, enfin moi en tant qu'élu, je connais bien la chose. En premier, on vous dit on peut gagner combien. Et là, comme vous dites, rien. Ça permet tout de suite de voir des gens qui ont des projets, mais qui ont envie qu'on les aide à monter leurs projets, et ceux qui venaient que pour chercher de l'argent. Donc ça, c'est une différence. Après, et là, il faut être très clair, hein, aujourd'hui, autour de l'économie, enfin moi, la collectivité au sein duquel j'œuvre avec les autres collectivités, on a quand même mobilisé à peu près entre 60 et 80 millions d'euros de subventions des différents régions, États et tout. Donc c'est important. Je dirais juste le petit. Et après, le dernier problème qui nous reste, c'est les banques. Donc on espère qu'une chose, c'est que le territoire d'industrie va faire réagir les banques pour qu'elles continuent à nous prêter de l'argent pour qu'on puisse réinvestir sur nos terrains. Pour moi, ce sera le seul point. C'est pas la problématique territoire d'innovation, territoire d'industrie. C'est vraiment plus la partie des financements à moyen et long terme. Je pense que l'initiative territoire d'innovation en termes de timing a précédé l'initiative territoire d'industrie qui est arrivée, qui a intégré territoire d'innovation. Territoire d'innovation, pour moi, c'est plus un levier financier pour les différentes entreprises, pour aller chercher des fonds, des subventions pour les différents porteurs de projets. Dans le cadre de territoire d'industrie, ce que je disais tout à l'heure, on est plus là à aider, à créer du lien entre les différents acteurs de l'environnement économique, les acteurs de l'État, les différentes entreprises. On voit que tout n'est pas fluide. Il y a un grand nombre de services, par exemple, d'aide, de services tout court proposés par les différents services de l'État, qui sont juste pas activés, qui sont inconnus, et que les petites entreprises ne vont pas chercher. Donc voilà, le rôle pour moi de territoire d'industrie, c'est plutôt de créer ce lien, d'aider à transférer l'information, de mettre quelques sujets sur la table. Typiquement, l'industrie doit évoluer. Je vais peut-être provoquer un peu, mais les services de l'État doivent aussi évoluer pour travailler sur l'efficacité de leur communication et des services qu'ils peuvent proposer aux entreprises. Voilà, donc c'est l'objectif, l'intérêt, c'est d'avoir ce débat, de créer ce débat en tout cas entre les différents acteurs. Alors j'aurais une question pour Monsieur Klein et puis évidemment une question pour Monsieur Gicquel. Alors pour Monsieur Klein, je voulais toujours sur cet axe attirer, fidéliser. Je voulais savoir ce que les collectivités locales mettaient en place en termes de logement, en termes d'écoles, en termes de crèches, etc. Et est-ce que vous pensez à ce qu'on a appelé les maisons de service au public pour aider les gens dans leur démarche, qu'ils ne fassent pas 3 fois la même chose sans obtenir de réponse? Et est-ce que vous les mettez en place? Est-ce que vous allez les développer? Et puis pour Monsieur Gicquel, je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire carrière sur place? C'est-à-dire que, est-ce que quand on rentre, on sort d'une école, on rentre dans une petite entreprise, et puis après on évolue, on espère gravir les marches. Est-ce que vos directeurs, par exemple, sont issus du terroir? Est-ce qu'ils se sentent impliqués dans le développement du territoire? Est-ce que on peut passer d'une entreprise à l'autre facilement? Et est-ce que vos directeurs s'impliquent précisément dans ces mobilités sur l'emploi?
Ouais, je peux apporter un premier élément de réponse à la première question. Euh, j'ai en tête lorsque General Electric s'est développé en rachetant la partie énergie d'Alstom. Il y a eu un travail de fait avec l'agglomération de Belfort sur la création d'écoles internationales pour les jeunes, pour les enfants de personnel étrangers, pour pouvoir attirer justement, pour que General Electric puisse attirer des cadres et des cadres dirigeants étrangers sur le territoire de Belfort. Aujourd'hui, euh, sur le site du Technome, par exemple, Tandem est en train de construire une, une maison de santé dans le périmètre du Technome, avec une quarantaine de médecins et d'infirmières pour apporter une offre de santé, je dirais, aux 4500 personnes qui travaillent sur le Technome. Voilà, donc il y a des choses qui se font. On peut sans doute aller plus loin lorsqu'on parle quand on pense covoiturage, développement de l'énergie électrique, etc. Voilà, mise en place de parkings, de bornes électriques sur des parkings publics à proximité des établissements. Voilà, je pense qu'il y a encore des opportunités, mais oui, il y a des actions en cours. Alors, encore une fois, les maisons de service, elles sont en train de se mettre en place. Donc, on en a qui seront mises en place sur le territoire, que ce soit sur Belfort, Montbéliard. Alors, quand je dis Belfort, Montbéliard, c'est vraiment toutes les urbaines, hein, mais ben, c'est plus par rapport au. Alors, et là, c'est le maire qui va parler. C'est toujours un peu compliqué, hein, quand vous avez, comme nous, la particularité de pas avoir une grosse ville, mais deux villes moyennes, et puis plein de petites villes un petit peu moins moyennes, mais et puis dire ouais, on va mettre que ça à un endroit, on va vider les trésoreries à droite à gauche pour tout mettre au même endroit. C'est très simple vu de Paris, c'est un peu plus compliqué vu de nos petites bourgs ou communes. Mais bon, ça c'est un point personnel. Donc après, c'est sûr, dans nos territoires, on a mis en place des personnes qui vont accompagner les nouveaux ingénieurs. J'ai Forestia à Bavant, tout petit village, hein, 32 nationalités. Donc vous vous dites que là, il faut pouvoir adapter. Alors le problème, c'est que même s'il y a une école internationale à Belfort, ils vont aller s'installer à Mulhouse, principalement, parce que c'est une école qui, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, enseigne en anglais. Alors que nous, si on demande au rectorat d'avoir des subventions, enfin ou une aide, et des enseignants payés à n'enseigner qu'à entre 15 et, parce que je pense que sur tout le territoire, ça doit représenter 15 à 20, peut-être un peu plus de jeunes par classe, hein, par niveau de classe, on va nous dire non mais c'est pas tous les ans, et ainsi de suite. Alors que là, à Mulhouse, ils ont fait le choix d'installer ça. Et donc du coup, les gens ils se le disent et ils vont plutôt là-bas. Encore une fois, comme les déplacements, mais voilà. Donc les familles s'installent là-bas, même si les gens vont être logés, vont prendre un petit appartement sur place et tout. Donc on a un encadrement. Après, on a des demandes, et c'est pour ça que pratiquement tout ce qui s'installe, tous les gens qui s'installent sur notre territoire, on les voit avec mon service de développement économique, on fait une soirée avec eux, et on leur pose toutes des questions au bout d'un mois et demi quand ils sont arrivés. Ce qui va pas. Donc ils vont nous demander, aujourd'hui tout le monde veut faire du vélo. Quand vous avez une surface avec 72 communes qui représentent une trentaine de kilomètres, mais il a fallu, le long du canal, développer des voies cyclables. Et aujourd'hui, on investit à peu près 1 million d'euros par an en voies cyclables entre les entreprises. Alors, ce qui existait dans le temps, hein, il y avait la voie tram, il y avait du vieux tramway et tout, il y a plein de choses, mais donc on voit à jour. Après, on l'a eu lorsqu'on a organisé notre première réunion de discussion. Oui, il y en a un, il nous a dit, petite entreprise, j'ai pas pu garder un de mes ingénieurs parce que le vent souffle mal quand il va faire du deltaplane. On peut pas, franchement, je peux pas tout faire, hein, on n'arrive pas encore, mais non mais je le dis parce que aujourd'hui, mais c'est un peu ce qu'a dit Romuald, les gens qui viennent là, autant, alors moi je les ai connus, et je les connais tout le temps en école d'ingénieur parce qu'ils viennent d'un peu partout. Les jeunes qui arrivent là, ils n'ont plus du tout la même mentalité qu'auparavant. Avant, pour les gens qui travaillaient à Alstom, on avait une vieille école d'ingénieurs ENI. Les gens, ils étaient fils d'ingénieurs à l'ENI, ils étaient formés à l'ENI, puis ils mouraient à l'ENI. Donc, ou dans les cimetières à côté, quand même. Et ils finissaient là-bas. Mais voilà, aujourd'hui, ça a complètement changé. Nous, un étudiant, il change de métier d'entreprise tous les 3 ans.
le plus souvent au début. Après, comme l'a dit Romuald, il va se stabiliser. En plus, les grands groupes, c'est très clair, hein, un 20 ans à PSA, il va pas finir à Sochaux. Hein. Il va aller à Vélizy ou en Chine ou ailleurs. Et puis quand il aura 30-35 ans, parce que ses parents vont être un peu malades et tout, il va peut-être se dire, tiens, je vais peut-être revenir. Finalement, le pays de Montbéliard n'est pas si terrible que ça à vivre. Mais il va mettre du temps à revenir. Mais voilà, mais parce que c'est sa carrière professionnelle en premier. Donc voilà, mais après les collectifs, nous en tout cas, c'est notre territoire. On a trouvé que c'était un point. Alors on n'en fait jamais assez pour tous, c'est sûr, mais on a trouvé que c'était vraiment un point important. Et c'est vrai que même dans le territoire d'industrie, on a beaucoup échangé parce que comme on l'a dit, mais parce que c'est vraiment un défi pour nous. Je vous ai montré des exemples, mais avant il y avait les deux défis que Romuald recrutait aujourd'hui. On a encore 9,5% de taux de chômage sur notre région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait, il y a tous ceux qui peuvent travailler là, et à tout niveau. Parce qu'on des fois on nous dit, ouais, mais faites de la formation. Mais il y a des fois, c'est du travail de base, d'opérateur simple. Mais il faut avoir envie de venir déjà travailler 8 heures. Parce que je dis souvent, nous, on travaille en 3-8. Donc, enfin, nous, à PSA en tout cas. Je pense que vous aimeriez bien travailler toujours en 3-8. Tout le monde travaille, voilà, mais d'ailleurs, il faut des opérateurs qui viennent le matin, mais qui au bout de 2 heures n'ont pas envie de partir parce que ils ont envie de partir. Et tout. Donc, et on fait ça aussi avec les entreprises, mais ce qu'on appelle, enfin moi je suis très content de travailler beaucoup avec mes entreprises, de leur donner une image qu'on avait dans le temps du paternalisme industriel. Et pour moi c'est un point. Quand on parle de territoire d'industrie, même si ça sert qu'à ça, au moins en France on parle un peu d'industrie. Parce que je peux vous garantir que quand on à beaucoup d'endroits on dit ouais mais c'est un territoire noir, industrie, sale et tout. Et franchement venez dans nos usines aujourd'hui. Les sols sont propres. Alors il y a encore quelques toiles d'araignée quand même, mais voilà, ça commence à évoluer et les collectivités y mettent du sien, mais les entreprises aussi, hein, parce que dans beaucoup de cas, moi je vois dans la société économique mixte que je pilote, en gros quand on fait une amélioration sociale, dire qu'on refait un point café ou autre, l'entreprise nous dit on paye la moitié et puis on en fait un petit peu plus. Et donc on donne envie aux gens et on reforme les gens. Vous voyez, l'intérimaire, il vient pas avec son le matin, puis on lui dit tiens tu te fais ça. L'intérimaire, il va venir 48 heures avant de travailler, puis on va le former un petit peu. Et voilà, et puis on lui met, c'est tout bête, mais des habits avec le nom de la société. C'est toutes ces petites choses là qui essaient de faire. C'est pas que nous, c'est pas que les collectivités, mais c'est les industries. Enfin, il y a vraiment un écosystème particulier qui est en train d'être mis en place. Oui, je vais. Ce matin, on parle des territoires d'industrie. J'ai beaucoup entendu parler d'industrie, mais pas beaucoup de territoires, sauf en réponse à la question de monsieur à l'instant, un peu. Alors, ça tient peut-être au fait que vous avez cité les 5 compétences du pôle métropolitain et vous nous avez dit que les seules qui fonctionnaient, c'était le développement économique et la promotion de l'innovation, que aménagement, transport, mobilité et santé, c'était encore aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un hasard si c'est celles-ci qui ont été laissées de côté? Est-ce que ça signifie qu'un territoire d'industrie, c'est un territoire au service de l'industrie, ou est-ce que, comme je l'avais espéré, c'est plutôt la convergence entre les besoins d'un territoire et les besoins de l'industrie, sachant que c'est une convergence qui n'est pas forcément naturelle. Vous avez parlé de transport, j'ai pas entendu parler une seule fois de transport en commun. Monsieur, vous avez parlé des moyens pour les gens de se rendre sur les sites. Vous avez dit 1 heure en voiture, c'est pas grand-chose. J'ai pas entendu parler de transport collectif. Quand vous nous avez parlé monsieur le maire, vous nous avez parlé du BHNS, vous nous avez dit le problème c'est que ça gêne les camions. Donc je me demande si encore une fois il y a j'ai été aménageur pendant 15 ans, j'ai essayé de mener de front les deux. Hein. J'avais des partenaires qui étaient des industriels, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une convergence entre les deux, mais sans considérer que la seule vocation du territoire dont j'avais la responsabilité de l'aménagement, c'était d'être au service de l'industrie. C'est aussi une question de résilience. Hein. Si l'industrie a des problèmes, celle-ci, que va devenir le territoire s'il n'y a plus le support de l'industrie? Alors là, je vais répondre en 2 secondes. Je suis le vice-président à l'économie et c'est vrai que je regarde beaucoup l'industrie. Mais on a investi 100 millions d'euros sur le THNS, donc le bus pour
pouvoir faire se déplacer les gens et donner l'opportunité à tout le monde d'aller travailler, de pouvoir ou de faire des loisirs, hein, parce que il y a un stade de foot, il y a des piscines, et il y a tout ce qui est autour. C'est vrai que mon regard, il est beaucoup plus aujourd'hui sur l'accompagnement industriel, mais comme je disais tout à l'heure, quand l'industriel va nous dire il nous faut des voies cyclables, on va développer des voies, enfin, on va regarder comment répondre à sa question. Sur le THNS, les manufactures qui sont montées, c'est une exigence d'une manufacture Hermès automatiquement d'avoir un bus qui emmène les ouvriers chez eux pour ne pas qu'un ouvrier puisse dire qu'il n'a pas de moyens de locomotion. Donc on a installé des bus, on a toutes nos parcs d'activités sont desservis. Alors ils peuvent être des fois mal desservis mais c'est de l'optimisation. On a mes deux collègues vice-présidents qui travaillent sur la partie transport. On travaille bien ensemble pour faire la chose. Alors c'est vrai que même pour l'aménagement, parce que j'ai pas répondu à une partie, c'est sur la partie accueil en termes de logement. Hein, donc on travaille sur la partie logement aussi. Mais encore une fois, et même sur le tourisme, parce qu'il faut savoir que un des points importants pour faire venir des gens chez nous, c'est de savoir que la personne qui vient, elle a un mari ou une femme, et qu'il faut lui trouver aussi, on va dire, un métier autour. Et donc il y a des discussions. Alors ça marche la plupart du temps. Il y a aussi des fois où ça marche pas. Il faut l'admettre complètement. Et on le fait. Mais c'est vrai que c'était moins dans ma préoccupation de tous les jours, moi, parce que je sais que voilà, on va en discuter avec mes autres vice-présidents. Et puis ils vont réussir à, on va dire, en principe à trouver des solutions à mes questions. Mais je dirais quand même que et là, je suis quand même sans l'industrie, notre territoire il n'existe plus. On peut dire tout ce qu'on veut. Le territoire il n'existe plus. Si demain on n'a plus de travailleurs qui viennent travailler, franchement le territoire il est mort. Aujourd'hui, sur PSA, moi il me manque plus de 1000 personnes. PSA quand je dis l'automobile, je pourrais trouver il y a pratiquement 1000 emplois de libres. Je fais n'importe quel appel à l'Espagne et au Portugal, je trouve les 1000 emplois. Aujourd'hui, on a des Espagnols qui viennent travailler chez... Alors, Espagnols, je dis Espagnols, mais ils sont peut-être Portugais dans certains cas et autres. On a de l'international qui vient pour travailler sur la production de base, avec des contrats où il est indiqué que si un Français prend le travail, ils arrêtent le contrat. Et ils viennent quand même. Hein. Donc, notre territoire, et c'est pas les collectivités, c'est les industriels qui poussent la chose, parce qu'ils ont besoin de mains pour travailler. Même si on essaie de robotiser, il faut quand même des mains pour entretenir les robots. Hein. Je dis souvent, on évolue de fond. Mais c'est vrai que c'est un souci, en premier que notre industrie tourne, parce que si l'industrie tourne, ça nous fait non pas des moyens financiers, mais ça fait un écosystème qui fonctionne. Et notre écosystème, il est comme ça. Mais c'est vrai que les gens, ils vont loger, ils vont se déplacer, il faut des grands magasins, on a un programme cœur de ville aussi, parce qu'il faut développer les cœurs de ville. Tout ça, j'en ai pas parlé, parce que c'est moins dans le territoire d'industrie, mais c'est lié. Le programme cœur de ville est autant lié à notre territoire d'industrie, même si aujourd'hui on n'a pas encore on a une seule fiche dessus, mais voilà. Mais c'est pour vous rassurer voilà. Mais moi je pense franchement à la partie à la beauté que peut représenter le terme industrie. Non, je disais, encore une fois, dans le territoire d'industrie, on crée du lien entre aussi les politiques. Les politiques à tous les niveaux et les besoins et les entreprises. Donc il faut avoir cet échange et comprendre les besoins et les contraintes des uns et des autres. Voilà, l'objectif de territoire d'industrie est avant tout là. Donc voilà, je pense qu'on a besoin aussi on a besoin aussi de vision, de politiques qui ont des visions sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire, comment est-ce qu'on veut qu'il fonctionne demain, et je dirais que on doit avoir ce type de discussion avec les politiques sur les différents territoires. Alors, je pense qu'il y avait une question sur le fait qu'on reste ou pas longtemps dans les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort conséquent qui est fait dans les entreprises en termes de formation. Je parlais tout à l'heure des soudeurs. Nous, on a une école de soudure. Je pense à un jeune immigré qui est venu du Koweït,
Quand il est arrivé chez nous, il savait pas parler français, il savait pas lire ni écrire. Il a été pendant 6 mois à l'école de soudure et aujourd'hui il occupe un poste, un vrai poste. Euh, donc voilà, c'est une chance de pouvoir offrir ce type de parcours à ces gens-là. C'est un coût pour l'entreprise aussi. Voilà, d'avoir des gens qui changent trop rapidement, je dirais, d'entreprise, etc. C'est un coût pour l'entreprise. On met en place des actions de tutorat, on met en des actions d'accompagnement, on suit attentivement nos gens. Euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui les entreprises s'engagent de plus en plus dans des actions en lien avec la collectivité. Euh, Maintenant, bien sûr, je vous cacherai pas que un directeur d'usine dans un grand groupe ne reste pas 20 ans à son poste. C'est sans doute plus le cas des petites entreprises. Euh, voilà. Il y a un ancrage plus profond en termes de ancrage géographique. Cela dit, nous avons même dans les grands groupes, on le voit avec Alstom et Forestia aussi, des objectifs en termes d'implication dans la collectivité et, euh, et nous mesurons la responsabilité sociale que nous pouvons avoir dans l'écosystème. Parce que j'ai oublié complètement mon discours, mais territoire d'innovation comme territoire d'industrie, mais surtout territoire d'innovation aujourd'hui, on s'est entouré du CODEV, hein, du Conseil de développement local, où il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, et tous les projets qui sont montés, ils sont discutés par cette instance particulière de nos territoires, qui permet un peu de discuter, puis de voir qu'est-ce qu'attendent aussi ceux qui sont autour, pas que ceux qui sont dans l'industrie, mais ceux qui sont les différentes parties prenantes autour de l'industrie, et ils donnent leur avis, et ça nous permet aussi d'échanger sur différents projets. Vous avez un petit peu effleuré le sujet de la difficulté de trouver un bon équilibre entre la centralisation des emplois et des sites industriels dans les agglomérations et d'un autre côté le tissu assez diffus. Mais d'un autre côté, quand vous nous avez montré l'exemple donc du site PSA où comme il y a des locaux qui vont être vides, donc vous profitez pour attirer des équipementiers auprès du constructeur automobile. D'un autre côté, j'imagine que ces équipementiers, bon, avec le juste à temps, etc., lean management, tout ce qu'on veut, ils étaient déjà présents sur le territoire auparavant. Donc ils ont dû quitter des villages avoisinants pour venir s'installer près de l'usine PSA. Donc les critiques qu'on a pu entendre avec les mouvements gilets jaunes, etc., sur le fait que des gens dans les campagnes, c'était compliqué parfois. Certes, il y avait peut-être de l'emploi dans les agglomérations, mais ça pouvait être compliqué de se déplacer pour aller rejoindre ces sites. Là, donc vous concentrez effectivement l'emploi dans des agglomérations au détriment de l'emploi qui était plus diffus auparavant. Comment vous résolvez cette question? Alors il y a deux niveaux. Les sous-traitants qu'on a installés, enfin la partie sous-traitance qui est installée aux portes de l'entreprise aujourd'hui, pour PSA, hein, c'est des sous-traitants qui font la préparation des pièces. Donc les pièces, elles sont toujours préparées. Elles sont vous prenez un réservoir, il faut le couler, il faut le former. Donc ça, c'est fait dans les entreprises, on va dire, réparties sur le territoire. Ensuite, les pièces, historiquement, les pièces se déplaçaient à un endroit, elles étaient thermosoudées, mises sur des camions, ramenées à l'usine et en attente de passage. Aujourd'hui, au lieu d'avoir un camion qui amène 100 pièces, on a un camion qui amène 300 à 400 réservoirs. Et c'est ces réservoirs qui sont soudés sur place. C'est-à-dire que c'est pas toute la partie de production qui est déménagée, c'est uniquement la préparation finale ou l'assemblage final qui est mis en bord de ligne. Et donc ça a obligé les sous-traitants qui étaient très très loin à se rapprocher. Et par exemple, parce qu'on va avoir des voitures électriques qui vont sortir très rapidement sur le site, des Chinois qui sont venus s'installer, et je peux vous garantir qu'ils n'étaient pas avant là, hein. Et c'est que des Chinois. Donc on apprend le chinois, mais comme on a coup de chance à l'UTBM développé depuis quelques années une université à Shanghai, ça nous permet comme ça d'avoir des étudiants et du conseil. Mais voilà, mais c'est un petit peu ça qu'il faut voir. Hein. Alors après, parce que je suis en train de le faire avec un gros sous-traitant, il me dit voilà, Monsieur Klein, mon usine, elle est à
35-40 minutes. Il faut que je fasse juste à temps. Mais il faut que je la modernise. Vous me donnez combien pour moderniser? PSA, c'est 25 millions d'euros. Forestia, c'est 12 millions d'euros. Moi, tous les chiffres, je les ai, moi, c'est moi qui le fais. Donc, et je vais leur chercher l'argent après, donc je sais très bien le truc. Puis il vient, puis il dit, voilà, si je vais en Pologne aujourd'hui, l'Europe me donne 30 millions d'euros. Vous me donnez combien? Et on demande à la région, puisque c'est le gars des fonds fédères, elle dit 0. Parce que vous êtes un grand groupe. Donc les grands groupes, on les aide pas en France. Parce qu'on a choisi d'aider autre chose. Donc, et il me dit, vous savez, pour le board international, s'installer en Pologne ou au fin fond d'un village, comme vous le dites, ou d'un truc, ça, ils préféreront toujours qu'il y ait un moyen économique, donc, et une modernisation, moins de surface, moins de coûts, de fonctionnement et tout. Donc c'est vrai qu'on travaille avec tous ces groupes pour essayer, c'est ce qu'on a fait pour PSA, de réduire la voilure des entreprises, si possible, là où ils sont, et qu'on rachète les bâtiments, hein. C'est clair, on rachète les bâtiments. Ce qu'ils n'utilisent pas, on essaye de le recommercialiser. Et puis voilà. Mais après, on se retrouve avec des situations de pollution. Hein. Je pense que dans tous les territoires, les niveaux de pollution, des usines qu'on s'entend, ils sont un peu, même de l'huile qui a coulé, hein, c'est de une pollution. Et puis, on a un autre paramètre nous qui joue, c'est qu'on a beaucoup d'eau, donc du PPRI, et on a des zones, tant qu'elles sont industrielles, ça risquerait pas. Tant qu'elles sont construites, c'est bon. Quand vous démolissez, pour refaire, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que c'est un, je dirais pas que on ne vide pas par rapport des fois des endroits, mais parce que ça a été relayé par la presse. Quand dans un petit village qui s'appelle Rimoncourt, le groupe PSA décide de tout localiser son usine à Vesoul, il vient pas à côté de moi à Autre, hein, il va à Vesoul, il va se mettre à 60 km, et et il vide l'entreprise et sans nous prévenir, sans rien du tout. Donc après on s'engueule un peu et tout, mais on cherche aujourd'hui des solutions pour le réutiliser. Mais l'idée c'est justement d'aider, d'accompagner ces sites aussi, pour les sites qui pourraient devenir orphelins. C'est pour ça que je dis bien, nous on travaille sur les friches d'aujourd'hui, d'hier et de demain. On essaye. Alors, des fois ça marche, mais ça marche quand l'industrie, et c'est pour ça que je reviens à l'industrie, quand l'industrie marche bien. Parce qu'on sait pas, à Montbéliard, on serait à Mulhouse avec la fabrication de la 508, on fabriquerait 300 véhicules de moins par jour, on aurait moins de financement et plus de difficultés à fonctionner. Il faut savoir que c'est un écosystème très complexe de fonds, et que quand tout fonctionne bien, tout va bien. Moi j'étais déjà élu et responsable de l'environnement, de l'économie en 2008. Je peux vous garantir, on a connu des accompagnements d'entreprises qui étaient compliqués, et on a réussi il y en a très peu qui ferment. Et aujourd'hui, voilà, elles marchent mieux, elles veulent se relocaliser, et on cherche surtout qu'elles se relocalisent chez nous. Hein. Je voudrais bien, je vous garantis, en gros, Pologne, Montbéliard, ça va très vite. Hein. On n'a pas l'impression, les autoroutes aujourd'hui vont très vite. Et donc, on veut surtout garder sur notre territoire nord-franc-comtois ces entreprises-là. Qu'elles soient à énergie ou parce que je pense que Belfort a les mêmes problèmes que nous. Très vite et pas cher. Très vite et pas cher. Bien. Non, mais enfin, je pense que dans le débat, on a aussi un sujet sur la compétitivité de nos usines, et le fait de rapprocher les fournisseurs et d'avoir des fournisseurs qui alimentent directement à bord de ligne, ça contribue à améliorer la compétitivité de nos usines et donc d'assurer leur pérennité. Il ne faut pas que le sujet soit tabou. Je pense que dans les entreprises, dans les sous-traitants qui sont évoqués, des entreprises étrangères viennent s'implanter, des entreprises qui étaient déjà sur le territoire viennent s'implanter, et l'implication, les conséquences territoriales sont prises en compte dans le cadre de ces projets. Peut-être pour prolonger cette question, donc on parle d'interdépendance entre l'industrie et le territoire, et en même temps de compétitivité des territoires pour attirer les entreprises. Vous nous avez parlé du Centre international de R&D de Forestia à Bavent, qui a mobilisé, si j'ai bien compris, 5 millions d'euros de fonds publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le montage juridico-financier de ce centre R&D, et quelles sont les garanties si demain Forestia part mais j'imagine qu'il y a des conditions, voilà, et que c'est pas une... C'est une aide à l'innovation. C'est une aide à l'innovation. Oui. Mais, encore une fois, le dossier, il est monté, hein, en réalité, c'est l'étude par Forestia de la mise en production des futurs réservoirs à hydrogène, des véhicules, pour leur gamme.
Aujourd'hui, on a un centre de recherche de pots d'échappement. Si en 2040, on ne doit plus vendre de voitures classiques, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, il faudra bien avoir d'autres types d'autres types d'énergie. Et puis le pot d'échappement, il sera peut-être plus trop utile, à part peut-être pour faire couler de l'eau de la pile à combustible qui sera dans le moteur. Donc, et comme Forestia, parce que des fois on l'oublie, c'est un groupe international, et qui le fait, et qui développe déjà des choses, pas pour l'hydrogène, mais sur les batteries, en Chine. Hein, aujourd'hui, je rappelle toujours, hein, le marché européen, alors encore une fois, je parle beaucoup voitures, mais c'est ce que je connais le mieux, hein, c'est 15 millions de véhicules. Quand PSA, je dis, fait 1500 véhicules jour, c'est une toute petite production au niveau de la Chine, où ils vont faire 3005 à 4000 véhicules jour. Un modèle qui marche moyennement en France, c'est 500 000 véhicules. Un modèle qui marche pas bien en Chine, c'est 750 000 véhicules. Donc, il faut des marchés pour que ça fonctionne. Et donc, il faut développer l'innovation. Parce que, encore une fois, c'est toujours bête de voir que les premiers véhicules électriques, ils sont vendus très loin de chez nous, alors que les technologies ont été développées dans les universités chez nous. Donc voilà, pour cette fabrication de réservoirs à hydrogène, bien sûr, le dossier est monté. Il y a Forestia, puisque c'est le core center, mais il y a tous les gens autour, les autres entreprises comme Michelin, le CEA, qui sont autour et qui vont assurer du produit inventé à sa production, à sa mise en production. Et bien sûr, on est déjà en train de travailler avec eux pour lancer l'usine juste après, qui produira en grand nombre. Mais après, comme l'a dit Romuald, il faut des clients. Voilà. Parce que on peut pas demander à un industriel de fabriquer ou de se lancer sur une innovation si derrière il n'a pas de clients. Donc, il faut que ce soit vraiment on va dire, un ensemble très complet de la chaîne de production, de distribution et puis d'acquisition. Philippe, tu avais une question. On a une question d'Étienne Foucret, qui est de l'Université de Poitiers, qui est en ligne normalement. Une question à propos de PSA. Les sous-traitants et fournisseurs peuvent être tournants dans les locaux. C'est une question en fonction des besoins de PSA. Sur la question sur la même chose, ou on répond d'abord? Enfin, c'est lié, c'est sur le recrutement. Ce qui est fait en interne. Alors, on sait que les difficultés de recrutement sont répandues dans l'industrie pour plein de raisons. Le fait que les jeunes veulent vivre dans les métropoles, la proximité à un pays où les salaires sont plus élevés. Mais qu'est-ce qui peut être fait en interne? Qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être en termes de qualité de vie de travail, pour essayer à la fois de recruter, éventuellement fidéliser ces salariés? Alors, je vais déjà répondre à la partie immobilière. Donc la partie immobilière, c'est aussi pour ça que PSA nous a contactés, et puis qu'on a monté le modèle économique. On a à peu près 100 000 mètres carrés de terrain sur la partie, le parc d'activité industrielle, qui s'augmente parce que tout doucement on reconstruit du bâtiment, ce qui était, on est les premiers à reconstruire après, sur Belfort, il l'avait déjà fait, mais sur le territoire sur Montbéliard et Sochaux, PSA avait plutôt l'habitude de casser des bâtiments, détruire des bâtiments pour pas payer la taxe foncière. Donc, les bâtiments, ils sont mis à disposition par la Société d'économie mixte, qui en assure la location. Les sous-traitants, ils viennent là, ils signent un contrat de 3, 6, 9, en sachant qu'au bout de 3 ans, si ou le modèle ne marche pas, ou le modèle change, ils partiront. Hein, et alors là, c'est assez étonnant, parce qu'il faut toujours des réservoirs, donc c'est celui qui arrive derrière, il faut aussi des réservoirs. Et très souvent, on voit, ils laissent le matériel en place, ils s'en vont, et puis celui qui arrive, qui est une autre société, française, américaine, allemande ou autre, il vient là, nous on lui loue les locaux, il récupère souvent les machines d'avant qui ont été mises à un moment dans le couloir, et il fait la même chose, mais sans doute à un coût moindre. Moi, je comprendrais pas trop. Mais là, je suis pas dans les négociations financières avec PSA. Voilà, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que nous, on offre des locaux parce que PSA ne veut pas avoir à gérer des locaux, et on suit les personnels. Hein. Il y a à peu près 40 entreprises d'intérim sur le pays de Montbéliard, et justement, pendant très longtemps, les sous-traitants et PSA laisser à ces entreprises un peu la formation et tout. Puis ils sont aperçus que justement les gens ils venaient, puis ils s'en fichaient, ils savaient que le lendemain ils pouvaient repartir dans une autre. Et donc c'est vrai que c'est la prise en compte de l'industrie en termes de choses intéressantes dans des surfaces un environnement qui soit meilleur et tout, et beaucoup travaillé pour que justement les gens ils rentrent pas chez eux le soir en disant oh là là,
qu'est-ce que j'ai souffert aujourd'hui, j'y retournerai pas. Je donne un exemple, Hérimoncourt ferme, on a à suivre, c'est aussi mon rôle de vice-président de suivre le réemploi au sein de PSA de ceux qui étaient à Hérimoncourt, qui vont venir à Sochaux. Et il y en a un qui dit non mais ça va pas, quand je vais aller aux toilettes, il faut que je demande. Alors qu'à Hérimoncourt, je n'avais pas demandé, quoi. Mais là, sur la chaîne, on leur explique que il faut imaginer, faire un pneu, c'est 4 pneus de voiture, c'est 1 minute 02. Monter équilibré, c'est de monter, mais il y a que les grands prix qui arrivent à nous battre. Et la voiture, c'est toutes les minutes, il en sort une. Donc, si il faut 4 personnes pour monter la voiture, c'est un peu comme, je pense, les trains chez Romuald, il faut que quelqu'un. Mais encore une minute. On sait jamais un jour, peut-être. Non, mais voilà, mais c'est vraiment, voilà, et c'est pour ça que, des fois, enfin, je pense qu'à un moment, ça a été oublié. Mais aujourd'hui, on est vraiment attentif, plus attentif. À la fois au personnel, au lieu, franchement, hein, les locaux qu'on a repris, il y avait des arbres qui poussaient par endroits. On a nettoyé, on a fait propre. Ce qui a attiré aussi des groupes étrangers, qui seraient pas venus autrement. Parce qu'ils travaillent pas, vous travaillez avec les groupes, par exemple TI, qui est un groupe américain, il faut mesurer, même s'il y a que des traces, l'amiante tous les mois, il faut leur garantir ceci ou cela. Donc c'est des conditions qui n'étaient pas habituelles chez nous, mais qu'on a. Et alors c'est l'immobilier qui a suivi la partie immobilier, c'est pas notre problème à nous. J'ai une réponse simple, parce que plein de Suisses ne viennent plus chez nous à cause de ça, et pas dans le code de l'automobile. La difficulté, c'est qu'il faudrait changer à peu près la moitié des fonctionnaires. Ça commencerait déjà à faciliter les choses, ou qu'ils écoutent les lois telles qu'elles sont écrites en France. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, et c'est pour ça que dans territoire d'industrie, il y a le quatrième qui est la simplification des démarches, et qui est très important à mettre en place. Parce que, vous voyez, moi j'ai une grosse entreprise qui va changer de site. En gros, ça peut paraître bête, mais l'usine PSA ne s'arrête qu'entre le 15 juillet et le 15 août. Donc déjà pour trouver du personnel entre le 15 juillet et le 15 août, en France, c'est un peu compliqué. Bon, heureusement, il y a des Égyptiens qui savent pas quoi faire. Donc, voilà, mais pendant ce mois, donc il faut que tout soit prêt le 15 juillet. Nous, quand on a acheté le terrain que je vous ai montré au nord, on l'a acheté le 31 juillet, le 16 août, les gens s'installaient dedans. Alors, on a fait quelques travaux avant, hein. On avait fait un CPI, mais ce qui montre, voilà, aujourd'hui, l'industrie, elle va pas nous attendre, hein. Elle va pas dire, prenez 2 mois de plus ou un peu de retard, impossible. Donc, on est obligé un peu de presser les fonctionnaires. Hein, alors après, il y en a qui comprennent bien, il y en a qui ont un peu plus de mal, qui vont nous dire non, mais non, il faut faire une étude de chauve-souris parce que vous voulez garder 2 arbres. Alors vous venez la nuit, vous coupez les 2 arbres, puis ils vous disent bon ben voyez, vous avez gagné du temps. Donc, mais on a un petit peu de mal là-dessus des fois à réagir, mais moi je pense vraiment qu'il y a et c'est pas une simplification pour faire n'importe quoi. Mais c'est une simplification dans certains cas, parce que c'est aussi ça qui déplaît à nos industriels parfois pour venir s'installer et les étrangers pour venir en France, parce que voilà, c'est compliqué, il faut 12 mois pratiquement pour avoir un retour d'information. Vous déposez chez nous une demande fédère à la région, parfois vous n'avez pas de réponse, vous savez pas si votre demande elle est même bien arrivée. Donc c'est tous ces petits problèmes-là qui sont et le fonctionnaire vous dire non mais j'ose pas l'instruire parce que je sais pas quoi répondre. Donc c'est compliqué, on est voilà. Et je pense qu'il faudra un bureau des plaintes, mais pas un médiateur. Quels sont les progrès ou les axes de simplification que vous voyez concrètement pour essayer d'avancer dans ce sens-là? Que le préfet ou le sous-préfet puisse réunir au même endroit des gens, et que les gens ils aient un tout petit peu de pouvoir de décision et qu'ils aient envie. Mais qu'on leur dise, voilà, vous pouvez pas sortir de la salle tant que vous n'avez pas décidé. Enfin, moi qui travaille beaucoup avec l'industrie puis qui ai piloté pas mal de choses, à l'international et autres, en principe, ou même en sciences, vous voyez, à un moment, vous cherchez un truc puis vous dites, ça se fait beaucoup à l'international quand on réunit plein de chercheurs, vous avez 3 jours, parce que ça coûte trop cher autrement, donc pour faire une grosse recherche. Et au bout de 3 jours, il faut sortir. C'est oui ou non, mais on n'attend pas plus longtemps. Des fois, répondre non, peut-être une bonne solution, mais c'est pas attendre 6 mois. Alors 6 mois ou 3 mois, il y a des choses qui sont incompressibles. Et oui, là, nous on a des trucs pépés, enfin on a des problèmes d'inondation par terrain. Encore une fois, on prend Hérimoncourt.
on fait l'étude, on commence à vouloir installer des nouvelles personnes à l'intérieur. On nous dit, ah non, mais l'entreprise qui va arriver à l'intérieur, elle n'a pas le même numéro de SIRET, les références SIRET, donc elle peut pas s'installer dedans. Il faut qu'elle fasse des travaux parce qu'elle n'est pas de la mécanique. Donc il faut faire des travaux. Et quand vous lui dites le prix, il dit on va ailleurs, quoi. Et tous ces petits trucs-là, alors je suis pas sûr que c'est parce qu'il fait les travaux la nouvelle entreprise que l'ancienne n'aurait, voilà, et les inondations et tout, c'est, alors, et voilà. Et c'est toutes ces petites choses-là. Encore une fois, je pense qu'à un moment, il faut vraiment se mettre dans une salle, se réunir, et puis dire, voilà, on prend les décisions, on les sort, un peu comme quand on fait une visite de sécurité, avec le pompier, on sait quand il va s'en aller, il va faire des préconisations, et il va dire c'est bon ou pas bon si vous faites ceci ou cela. Et au moins, ça gagne du temps. Enfin, moi, c'est vraiment un côté vite répondre, et même non, hein, encore une fois, le non me perturbe pas. On peut dire non, vous pourrez pas le faire, au moins on sait. Mais c'est vrai et un dossier de 6 mois, et puis à la fin vous arrivez et ça marche pas. Et moi j'ai des territoires dans le territoire d'industrie, hein, Héricourt, et ils ont fait plein de choses pour accueillir un Italien qui commence en mars prochain. Du coup ils n'ont pas pu l'accueillir, donc il s'installe. Heureusement on lui a trouvé un terrain qui était déjà un bâtiment qui était déjà construit à côté, mais parce que la règlement, enfin plein de choses, et puis d'un seul coup on s'est aperçu que dans le PLU de la commune d'à côté, ils avaient oublié de mettre la parcelle, le numéro de la parcelle sur leur PLU, et donc ça bloquait le système. Mais ça c'est un vrai fonctionnaire, quoi. Et voilà. Et je suis pas sûr que ça perturbe énormément, surtout que les plans tout le monde les a. Hein. Et moi un jour on est venu me dire qu'Hérimoncourt ça se situe à Seloncourt, parce que le PPRI ils se sont trompés quand ils ont fait, parce que la personne peut-être à Besançon ou ailleurs avait pas bien vu la carte. Donc c'est vrai, c'est tous ces petits trucs-là. La simplification, il y en a plein, mais des petites. Moi, je voudrais rajouter que l'axe de simplification, les difficultés que vous évoquez pour la venue d'entreprises étrangères éventuelles, sont des difficultés que nos entreprises actuelles rencontrent déjà. Je me souviens d'une d'une rencontre qui a eu lieu à Dijon avec un certain nombre de services de l'État. Lorsqu'on évoque une problématique posée par une entreprise aux différents services de l'État, on nous ressort l'annuaire des différents services, et selon la question, selon la nature, etc. Il faut appeler un tel numéro de téléphone avec des heures d'ouverture des fois un peu compliquées. Et c'est difficile pour les entreprises d'accéder aux bons services, etc. Il n'y a pas le point of contact unique côté service de l'État qui permet d'orienter systématiquement les. Donc je pense que l'axe simplification c'est aussi je dirais cette opportunité dans le cadre de territoire d'industrie que de mettre ces sujets sur la table avec les différents services. On attend beaucoup des entreprises, ce que je disais tout à l'heure, on attend beaucoup des entreprises, les entreprises doivent se remettre en question. Lorsqu'on dit que voilà 50% des métiers auront changé en 2030, d'accord, ce qui montre un peu l'exigence du marché à l'égard des entreprises en termes d'évolution. Cette remise en question, elle doit aussi avoir lieu pour l'ensemble des acteurs. Pour nous, ce qu'on voit, oui, on le fait remonter. Je vais laisser, pour un exemple, Haute-Saône, Doubs, territoire de Belfort. Sur le même territoire, on a trois services qui vont analyser les dossiers et qui vont pas automatiquement les analyser de la même manière. Et on fait une clinique aujourd'hui sur le territoire de Belfort et une dans le Doubs, enfin, une à Montbéliard et une dans le territoire, à Belfort. On n'a pas les mêmes règles parce que les deux départements n'ont pas décidé les mêmes choses. Et c'est le service de l'État dans les deux cas qu'on analysé le dossier. Donc nos amis suisses, quand ils sont là, alors ils sont très chiants. Les entreprises suisses, c'est très compliqué à travailler avec elles, mais parce que on a quand même quelques-unes qui sont là. Mais d'ailleurs, par contre, c'est vrai que quand ils s'installent quelque part et qu'ils voient tous les programmes qui sont à faire, ben, ils disent on se met de l'autre côté de la frontière et puis on installe une petite antenne dans laquelle on va pouvoir venir mettre nos pièces et puis on dira que
elles sont faites là, quoi. Donc c'est ce problème-là. Alors après, ça marche quand même des fois. On a la ville de Delle, qui est la plus proche, on va dire, au niveau frontalier, a réussi à faire des aides économiques avec des Suisses. Donc ça peut marcher. On le voit à différents endroits. Mais encore une fois, c'est un accompagnement. Les services des collectivités concernées font un gros accompagnement. Et comme l'a dit Romuald, ça dépend vraiment du fonctionnaire qui est en face et de sa volonté de décider. Ou du sous-préfet ou de la sous-préfète, ou voilà, voilà, chacun un petit peu a un rôle à jouer. Et puis il faut aussi des élus qu'on a en place. Hein, il faut voir que chacun prend plus ou moins les choses. Et c'est vrai que la partie simplification enfin, sur le terrain est ce qui est le plus important. Donc on a eu des demandes très très spécifiques. Le sujet de, par exemple, de création de zones franches ou des choses comme ça a été évoqué. Voilà, maintenant ce sont des idées qui sont pour le moment qui commencent à être partagées, qui doivent être portées. Et je dirais que ça dépendra aussi de la volonté des différents acteurs, de l'autonomie qui leur sont données pour avancer sur ces différents sujets. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous pourriez donner quelques précisions sur le label territoire d'hydrogène. Vous avez dit que la région Bourgogne-Franche-Comté avait ce label. Comment est-il structuré? Est-ce que c'est des aides conditionnées par des créations d'emplois, par exemple? Combien y a-t-il de régions qui ont ce label? Pour rebondir sur une question antérieure, est-ce qu'il y a des comparaisons sur l'efficacité de ce label? Bref, on parle beaucoup de labels dans beaucoup de secteurs du développement durable. Est-ce que pour ce sujet clé de l'hydrogène à horizon 10, 20, 30 ans, qu'est-ce que concrètement représente le territoire, ce territoire d'hydrogène? Merci. Donc, l'idée pour nous était vraiment de faire un lieu où à la fois on va faire de la recherche et du développement. Nous, c'est la partie territoire d'hydrogène, c'est nous qui l'avons défini comme ça en disant voilà, le Nord-Franche-Comté sera un territoire d'hydrogène sur lequel on va développer des choses. Alors c'est pas le seul territoire d'hydrogène. On rentre dans un programme qui est, on va dire un programme national, enfin un programme, c'est le groupement des élus dans le domaine de l'hydrogène hein, qui se réunit, qui est piloté par la personne, l'adjointe de Dole dont je parlais tout à l'heure, et sur lesquels voilà, il y a alors au niveau régional, on sait parce qu'il y a les aides régionales qui ont été mises encore une fois sur la partie innovation. Hein, on a une région qui est vraiment derrière nous en termes d'accompagnement. Hein. Elle a pris sa compétence à bras le corps au niveau de l'économie, et c'est vrai qu'elle est très présente, que ce soit sur le sud de Bourgogne ou le nord Franche-Comté ou à tous les extrêmes. Et donc c'est elle qui accompagne beaucoup en cofinançant des actions avec les territoires qui financent aussi. Hein. La partie hydrogène chez nous, c'est quand même quelques millions qui vont être focalisés là-dessus. Je dis pour en gros PSA, si on prend la collectivité met 20 à 30 millions d'euros, PSA investit 300 à 400 millions d'euros de matériel. Forestia, c'est à peu près la même chose. C'est 4 millions d'aides de subventions pour un investissement total d'à peu près 250 millions d'euros. Donc, ça peut paraître tout petit, mais au niveau international, les décisions elles se prennent par des gens qui ne regardent pas le pays d'où viennent les propositions, et c'est dans ces gammes d'idées qu'on fait. Je pense que le patron des usines de l'Est du groupe PSA, voir M. Tavares, M. Tavares lui dit il me demande 300 millions et t'as pas un centime de plus. Donc quand tu veux refaire une barrière à 100 000 euros, faut que tu te débrouilles avec le territoire qui te paye la moitié de la barrière. Ou voilà, c'est dans ce sens-là. Hein, moi, je peux garantir que les discussions parfois ça peut paraître tout petit, mais c'est pas petit. C'est l'accompagnement, parce qu'il faut privilégier l'optimisation de la production. Aujourd'hui, si toutes ces usines elles détruisent leurs bâtiments, on pourrait avoir des friches sans bâtiments. Hein. Ils détruisent tout, ils font venir, on le fait aussi, hein, ils font venir
Engie ou un investisseur de panneaux solaires, et puis on fait des fermes solaires, mais au territoire, il n'y a pas d'emploi. L'idée pour nous, elle est vraiment d'essayer de garder de l'emploi pour qu'on ait des habitants. Voilà. Mais alors après, voilà, le territoire d'hydrogène, c'est pas le label. Le label, on a dit, on rentre dans le programme national des régions. Il y a d'ailleurs 4 ou 5 régions, je crois, qui ont été désignées comme sur le domaine de l'hydrogène. Voilà. On parle de territoire d'industrie aujourd'hui ici, on a territoire d'innovation, on a territoire d'hydrogène, on avait un beau slide tout à l'heure avec pléthore d'acteurs qui sont là pour animer tout ça, et en même temps pour revenir sur le sujet de la simplification, on se rend compte qu'aujourd'hui on a quand même énormément de mal dans les PME à faire émerger des projets face à ce méandre. Puis en plus, on s'amuse peut-être un peu à le compliquer et à le rendre encore plus nébuleux. Je trouve assez amusant qu'on lance 2 initiatives en même temps et qu'on leur donne quasiment le même nom en termes de visibilité entre territoire d'industrie et territoire d'innovation. Sur le terrain, croyez-moi, dans les PME, il y a des moments où ils ont du mal à comprendre de quoi on parle et quelle est la nuance. Nous ici, on est un peu entre experts. On a pléthore d'acteurs, on le disait, mais paradoxalement, l'ensemble de ces acteurs aujourd'hui se sont fait saucissonner leur budget. Les CCI sont à l'agonie, les services de l'État sur le développement économique sur le Nord-Franche-Comté, on est passé de 15 ou 20 personnes à 4 ou 5. On a des agences de développement économique mais qui sont déjà concentrées sur leur propre mission, et quand arrivent des projets comme le nôtre ou des phénomènes plus violents comme un plan social, etc., on se rend compte que finalement personne n'est capable de se mobiliser pour se tourner vers les entreprises, et on espère en même temps que les entreprises vont faire émerger des projets. On parle d'un guichet unique. Ceci dit, derrière, il faut des hommes derrière ce guichet. Et puis au-delà du guichet unique où le chef d'entreprise va pouvoir se tourner, aujourd'hui, dans la PME, il a besoin aussi de pouvoir quasiment sous-traiter le développement de son projet de diversification. Parce qu'il n'est pas capable aujourd'hui de mobiliser 2 ou 3 collaborateurs qui vont aller porter un projet de développement. Aujourd'hui, comment on peut faire qu'un projet, qu'une démarche comme territoire, comme étant l'industrie et les autres, soit véritablement quelque chose que puissent s'accaparer nos PME pour grandir. On parle de faire, de garder nos collaborateurs sur les territoires. On peut avoir un plan de carrière chez Alstom, chez GE, chez PSA. Dans une PME, très souvent, la seule capacité à continuer à se développer et à prendre plaisir dans son travail, c'est parce qu'on va diversifier le travail. C'est pas parce qu'il y aura une promotion avec un poste hiérarchique plus important. Donc on a un vrai enjeu de diversification dans nos PME. Comment aujourd'hui on peut véritablement être capable de les accompagner? Je rejoins complètement le commentaire sur territoire d'innovation, territoire d'industrie. Voilà, ce sont des termes. Observatoire d'industrie. J'ai découvert j'ai découvert l'organisation lorsque j'ai été contacté. Il y a l'initiative France Industrie, la création des comités industrie par région. Voilà, et je dirais que les objectifs et les feuilles de route des uns et des autres sont pas forcément si limpides, et chacun se cherche, et ça fait partie je dirais de nos réflexions dans les territoires. Je pense que la première action que l'on a, en tout cas nous dans ces différentes instances localement, c'est de mettre un petit peu de pragmatisme dans tout ça et de créer d'utiliser les différents mécanismes qui nous sont proposés pour créer une action la plus cohérente possible et la plus efficace. Mais c'est une complexité en soi qui a été créée. Donc maintenant, je dirais que le besoin de diversité, de diversification des PME, il est clair. On le disait tout à l'heure, on parlait du Crunch Lab et du besoin pour les entreprises d'innover rapidement, d'explorer de nouvelles contrées technologiques. Je dirais que les entreprises ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et les différentes actions que l'on propose, alors dans le cadre de territoire d'industrie,
sont nées souvent d'idées que l'on avait déjà au niveau des grosses entreprises, des grands donneurs d'ordre, mais que l'on partage de plus en plus avec et qu'on enrichit. On enrichit la réflexion avec le partage et avec les petites entreprises que l'on essaye d'associer. Donc lorsqu'on parle par exemple du volontariat en entreprise, de l'apprentissage, etc. Voilà, de plus en plus, on partage ces idées-là avec les petites entreprises et c'est fondamental pour nous. Je pense que au niveau du territoire, on a commencé la présentation du territoire en disant que le territoire en Franche-Comté était très associé aux grands donneurs d'ordre. Quand on pense PSA, on pense Sochaux ou Mulhouse. Quand on parle Belfort, c'est Alstom. Alstom, c'est Belfort. Je dirais c'est le fruit de l'histoire. On le disait tout à l'heure, territoire d'innovation et ce projet de transformation d'un territoire industriel. Pour la première fois, on parle d'un projet industriel parce que territoire d'innovation, dans le Nord-Franche-Comté, c'est un projet industriel avec 27 fiches actions. Et pour la première fois, ce projet n'est pas associé uniquement à un nom de grand donneur d'ordre. D'accord, voilà. Donc pour la première fois, on parle du territoire en Franche-Comté sans faire référence à une grande entreprise. Et je pense que c'est l'axe aussi que l'on doit prendre en termes de communication, en termes de pilotage de ce territoire, que ce soit au niveau des politiques et des différentes instances, que de parler territoire, d'associer l'ensemble des acteurs et de ne pas se focaliser sur les grands donneurs d'ordre. Je vais te rajouter un tout petit complément là-dessus par rapport au PMI-PME. Analyse que je partage aussi, parce que on le voit en plus, elles n'ont pas toujours le temps et la disponibilité pour venir aux réunions nombreuses qu'on leur propose. Mais c'est un petit peu pour ça que moi j'ai un exemple, hein, on a fait cette première réunion de territoire d'industrie à Héricourt. On s'est dit on va se rapprocher des territoires qui sont moins irrigués normalement par des réunions. On a demandé à la CCI la liste, quand tu disais la CCI, on a demandé la liste, et on nous a dit on vous donne des listings papier, et puis vous avez qu'à écrire aux gens par la poste, parce qu'on n'a pas le droit de vous donner les boîtes mail. Et là tu te dis quand même, si elle meurt la CCI, on va perdre que du papier. Donc c'est un peu méchant, hein, mais comme je l'ai dit au pôle métropolitain à ce moment-là, je dis mais tournez-vous vers parce qu'on voulait associer plus la CCI que les autres, hein. Et donc et l'UMM pareil. Et donc on s'est tourné vers les collectivités qui nous ont dit attendez, donnez-nous votre message et puis nous on le retransmet aux 250 PMI PME qui sont sur notre territoire en gros par rapport aux différentes zones. Et on s'est aperçu qu'en réalité en passant directement par les services économiques de nos structures territoriales, on gagnait du temps, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a des mélanges, et je dis pas qu'ils font rien, ils font plein de choses, mais l'information est un peu compliquée, et elles ont moins de moyens, mais on voit pas finalement qu'il y en a moins de faits. Donc c'est mon côté un peu salaud, mais voilà. Mais voilà. Mais par contre derrière, moi tous les moyens, et c'est pour ça qu'on essaie d'associer un maximum de gens, des syndicats ou autres, parce que je pense qu'il faut communiquer et faire remonter l'info, parce qu'il y a des fois, moi je dis souvent, dans le territoire même si on a l'automobile et tout, une PMI, une PME qui se développe, qui passe de 2 à 10, c'est bien mieux et bien plus important en termes de patrimoine. Et là, on est sûr que les gens ils vont rester, hein, parce que des petites entreprises, très souvent, les gens ils sont localisés à un endroit, ils font quelque chose de leur territoire et dans leur territoire. Merci. Alors, on arrive à peu près au bout. Si je n'ai frustré personne, moi j'aurais trois petites remarques sur le débat. Une, vous avez énormément parlé du foncier parmi vos outils, notamment des friches, du recyclage des bâtiments, etc. Et ça résonne avec beaucoup de messages qu'on a entendus. C'est peut-être une transformation du rôle des acteurs locaux et de nouvelles compétences, de devenir un peu des agents immobiliers d'entreprise, entre guillemets, ou des remembreurs de territoire. Les deux autres remarques n'ont rien à voir. On a souvent parlé de mettre les gens autour d'une table pour que ça avance un peu plus vite, et que c'est un des rôles de
initiatives. J'ai envie de dire quels sont les gens qui ne se posent pas assez, qu'il faut vraiment faire se poser plus? Est-ce que c'est les fonctionnaires des différents services de l'État pour dire vous nous cassez les pieds entre la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Doubs, vous pourriez peut-être au moins avoir des grilles d'analyse cohérentes qui fassent qu'on puisse avancer? Est-ce que c'est les industriels entre eux qui ne se parlent pas assez ou dont le dialogue est trop dominé par les grands donneurs d'ordre, et certains grands donneurs d'ordre ont la vertu de le remarquer? Donc qui faut-il mettre autour de la table pour faire avancer Schwilbich, ou qui se met un peu mieux autour de la table qu'il ne se mettait par la vertu de ces initiatives territoire d'industrie, territoire d'innovation? Et la troisième remarque, vous avez évoqué l'identité collective du territoire comme aussi une notion émergente, en disant que c'est plus Alstom ou Alstom J et PSA qui causent pour l'Est, enfin, le nord-est de la Franche-Comté, il y a un début d'identité collective qui se crée. Alors, est-ce que c'est nouveau? Comment? Enfin, j'ai envie de dire quoi de neuf par rapport à ça? Désolé, ces trois questions n'ont rien à voir, sur lesquelles je vous laisse peut-être un petit peu conclure, sauf si... C'est vrai que le foncier est très structurant pour la pérennité des entreprises et pour l'attraction des territoires. En termes de, si on veut faire venir de nouvelles entreprises, il faut leur proposer du terrain et voir des bâtiments avec toute l'infrastructure qui va avec. Donc c'est extrêmement structurant. C'est un vrai sujet sur un territoire où, comme on l'a dit tout à l'heure, on a de vieilles industries, de vieux bâtiments, et je vous cache pas, y compris des bâtiments complexité supplémentaire, des fois qui sont inscrits au Monument de France. Ce qui fait que dès qu'on veut changer une fenêtre ou une porte à rideau, eh bien c'est tout de suite compliqué. Je pense que l'initiative, l'initiative territoire d'industrie a été une belle opportunité de mettre tout le monde justement autour de la table. Les interlocuteurs se connaissent pas forcément bien et se cherchent encore. Mais l'intérêt, la table ronde que l'on a organisée avec les Héricourt a permis au moins aux gens de se rencontrer, de se faire connaissance, que les différents services se fassent connaître auprès des entreprises. Donc c'est un travail qui ne fait que commencer. Et je pense que voilà, en tant qu'industriel, certains me reconnaîtront en disant il faut qu'on engage une boucle d'amélioration. Ça vous fait sourire, mais c'est quand même une réalité et ça marche. Donc il faut qu'on soit dans une démarche d'amélioration, dans une démarche apprenante où quelque part on s'écoute mutuellement et on fait évoluer et les organisations et les postures des uns et des autres. Ensuite, je pense que le fait qu'on donne une identité, qu'on change l'identité du territoire, je dirais c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience lorsqu'on s'est réunis la première fois. Mais je dirais que ce premier pas réalisé au travers de territoires d'innovation, et ça a été reconnu par Marie-Guy Dufay et les différents responsables des collectivités, reconnaissent que on change la nature, la vision que l'on peut avoir de ce territoire, et que ça nous aidera en tout cas à aller plus loin vers l'avenir. Et moi, j'ajouterais surtout sur la partie foncier. Aujourd'hui, elle travaille sur les friches, et je pense que nous, il n'y a pas que notre collectivité, il y a beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de territoires qui travaillent là-dessus, mais il va vraiment falloir y associer un gros travail avec la partie bancaire, parce que quand vous êtes, comme dans le Nord-Franche-Comté, à avoir à investir entre 10 et 15 millions d'euros par mois pour faire des bâtiments, que ce soit la SEMPAT, sur le territoire, enfin les différentes SEM ou les différentes collectivités, au bout d'un moment, vous n'avez plus toute banque qui vous prête, parce que déjà, ils vous prêtent si vous avez une garantie des collectivités, que la région a dit qu'elle irait jamais. Hier matin, moi, j'ai passé une demi-journée avec toutes les banques qui disent, aujourd'hui, prêter de l'argent, ça ne nous rapporte plus rien, puisqu'elle vaut rien. Enfin, l'argent vaut rien, pas. Les taux à moins quelque chose font que ça vaut pas le coup. Et donc, il faut trouver un nouveau modèle. Et je pense que la partie,
les modèles économiques, on les avait trouvés à peu près avec ça, et aujourd'hui, il va falloir monter des nouveaux pools et des nouveaux partenariats avec les banques, hein, pour que elles soient associées, alors ça peut paraître bête, à la rentabilité. Enfin, hier matin, j'ai quand même une banque qui a demandé à la région si la région pouvait mettre en place un complément de prêt pour qu'ils perdent pas trop d'argent sur leur marge qu'ils pourraient faire à construire des bâtiments, enfin, à aider les collectivités à construire des bâtiments pour l'industrie qui pourrait venir. Ça pose quand même question. Et puis sur le foncier, parce que je regarde mon territoire, mais on travaille beaucoup au niveau régional, parce que comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, et comme je pense sur la région, et on n'a pas trop de soucis là-dessus, on a un gros travail en commun avec les services de la région de Bourgogne-Franche-Comté, et il y a plein de petits territoires qui veulent se développer, qui sont aussi territoires d'industrie, mais pour lesquels friche, ça veut rien dire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les autorise à faire du bâtiment dans les champs qui sont autour d'eux. Or, la loi aujourd'hui, alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur le développement de tous les territoires à égalité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont pour la préservation des environnements qui nous entourent, en tout cas, et c'est vrai que ça devient compliqué. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes demandes. Les petits territoires demandent pas la même chose que les grands, enfin que les très industrialisés. Et je pense que voilà, ça va être compliqué de répondre à tous la bonne réponse ou le bon regard. Enfin, mais je crois que voilà, le fait de discuter, comme l'a dit Romuald, le fait de se rencontrer, d'échanger, mais surtout autour de projets. Moi, ça fait quand même pratiquement 10 ans que je suis vice-président de l'économie du Nord-Franche-Comté. On a fait plein de réunions, ce que moi j'appelle des réunionites sympathiques et tout. Après, ce qui est bien, c'est de travailler sur des projets en disant voilà, on a discuté, mais comment on fait le projet? Et là, vous avez le PSA qui vous dit voilà, c'est simple. Peut-être que Tavares, le 15 juin, il dit on s'en va en partie d'ici, ou on vient. Et c'est pas vous donner combien pour qu'on reste. Non, comment on travaille? On fait un écosystème, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent. Vous allez faire des bâtiments, on va vous calculer la rentabilité de vos bâtiments à moyen ou long terme, enfin ou même à court terme, et puis tout le monde, entre guillemets, tout le monde va être content, mais autour de projets. Et je pense qu'il faut vraiment demander aux gens en premier des projets, et on l'a vu sur le côté financement, c'est plus facile quand même une PME vient avec un projet qui vient nous dire ouais, j'ai le droit d'avoir de l'argent moi aussi parce que vous en avez plein. Et c'est un petit peu ça, je dirais, voilà, il faut aussi habituer, beaucoup d'entreprises connaissent bien la chose, mais c'est pas identifier les subventions qu'on peut avoir, c'est comment on fait des projets et comment on aide à faire des projets. Voilà. Moi, je dirais que c'est plus mon côté à moi. Merci beaucoup. Merci pour votre exposé.